faire comprendre au client que c'est pas son abonnement comme sa box internet. Il peut se désabonner hyper facilement. C'est avec la carte bleue, mais t'inquiète, on va pas te la pirater. C'est quand même une autre époque du web, hyper différente. Et donc, on est les premiers à mettre ça en place. Donc, en fait, on essaye, voilà, d'être les pionniers de ce marché de cet abonnement nouvelle génération. On a une progression assez lente. Et à un moment, je sais pas pourquoi, ça explose parce qu'en fait, on a une base assez solide, parce que on a prouvé aux gens, à nos clients, qu'on faisait du bon travail, à nos vignerons qu'on les aimait trop et qu'on avait fait du bon travail aussi. Petit à petit, finalement, ça a super bien marché. Mais c'est une entreprise de longue haleine, beaucoup d'efforts, beaucoup de travail pour des premières années, je dirais plutôt très compliquées, très marrantes. Je regrette pas un seul jour, mais très compliquées. Vous écoutez La Combinaison, le podcast qui part à la rencontre de personnes exceptionnelles qui ont réussi dans leur domaine. Sommes-nous tous égaux face à la réussite ? Quel est le making-of, la combinaison d'éléments, de rencontres, de succès ou peut-être d'échecs qui ont porté des personnes ordinaires à devenir des entrepreneurs d'exception, des sportifs de haut niveau, des écrivains de renom ou des artistes qui rencontrent le succès ? Je suis Frédéric Azoulay, un passionné de podcast depuis plusieurs années et dirigeant d'une entreprise Papéo.fr, une imprimerie en ligne réactive pour les professionnels et les revendeurs. D'ailleurs, si vous écoutez cet épisode jusqu'à la fin, je vous offre un code promo pour commander sur notre site. Ces parcours de vie me passionnent, me fascinent et je me suis toujours demandé ce qui faisait la réussite d'une personne. Je sillonne la France pour tenter de répondre à ces questions en rencontrant ces personnalités incroyables. Tous les 9 jours, je vous retrouve et je vous partage ces conversations passionnantes qui, j'espère, vous inspireront autant que moi. Bonne écoute. Salut Martin. Salut Frédéric. Alors, nous sommes à distance. Tu es à Barcelone. Tu es le CEO du Petit Ballon. Alors, on pourrait dire le leader français de l'abonnement du vin. C'est cette idée géniale. Avec des conseils d'experts. Et en préparant cette interview, cet épisode, j'ai vu que tu avais un double amour. Celui du vin et celui des clients. Et on va le voir tout au long de l'épisode. J'ai vraiment noté cette importance. Alors, on appelle ça le Customer Centrics. C'est vrai. Mais on a vraiment noté cette importance du client au milieu de la relation. Ça, c'est vrai. Je crois que j'aime encore plus le client que le vin. Ouais. Oui, surtout c'est ça ma vraie passion. Surtout que depuis pas longtemps, tu fais du whisky. Ce qui signifie que tu pourrais trinquer avec le client en dehors du vin, quoi. Ça, c'est vrai. En 2017, tu revends l'entreprise à VP, vente privée, qui la revend elle-même à Cogip. Avec tous ces changements, tu es resté à la tête de l'entreprise. Tu n'as pas bougé, en fait. Bien sûr. Ensemble, on va décrire ton parcours et comprendre les raisons, la combinaison de ce succès. Mais avant tout, on va parler de toi. Et je voudrais que tu me dises quelques mots sur toi. Oh là 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 là. Eh ben déjà, je suis ravi d'être là. Je parle beaucoup, donc n'hésite pas à me couper. Qu'est-ce que je parlais de moi? Je suis Martin, j'ai 38 ans. J'ai une femme que j'aime, une fille que j'aime. Donc j'habite plus à Barcelone, mais à côté de Barcelone, un peu dans la campagne. Je ne suis pas le CEO parce qu'on en a recruté un super. Je suis le président du Petit Ballon. Depuis quand? Depuis pas mal de temps. Mais D'accord. C'est un titre hyper pompeux, mais très drôle. J'adore. Ça fait un peu SS 117 président, je trouve. Ah oui. Donc j'aime bien. Oui, parce que maintenant tu as chairman, tu as président, tu as bien sûr, président du directoire, tu as pas mal de choses maintenant. Il y a beaucoup de trucs. Ça fait bien, je sais pas, vieux truc des années 70. J'aime bien, je trouve. Voilà. Alors je te coupe, mais moi je suis une SARL. C'est gérant en fait. Hein. Et oui, pas mal aussi. Ouais, mais mais moi je mets rien sur mes cartes de visite, voilà. Ouais. Mais sinon quand tu as une SA, c'est président. Moi, je me verrais pas mettre président sur une. Non, mais bien sûr. Je crois qu'il y a qu'un seul président, c'est celui de la République, en fait. Bien sûr. Allez, continuons. Quoi d'autre? Plein d'amour. Ma famille, numéro 1. Mes potes, numéro 2. Et c'est important pour la suite, je pense. La bouffe. Et dans la bouffe, le vin. Et la musique. Voilà, avec ça. Et maintenant, bizarrement aussi le sport, ce qui va pas trop avec tous les premiers trucs. Mais voilà à peu près tout
tous mes grandes passions. T'es né où? Je suis né à Saint-Chamond dans le 42. D'accord. Petit village bien connu pour sa gare, pour ceux qui vont à Saint-Étienne ou à Lyon. À part ça, il n'y a pas grand-chose à y faire. Donc une enfance à Lyon que j'ai adoré. Des études. EM Lyon. Ouais, à la fin, ouais. Ça, c'était la grande fierté de mes parents. Je sais pas si j'ai appris beaucoup de choses, mais c'était très cool. Et une famille d'entrepreneurs. Mon grand-père déjà, arménien, entrepreneur, mon père aussi. Et voilà, on a toujours un peu bercé là-dedans. Et j'ai toujours adoré ça. J'ai l'impression d'avoir monté... je sais pas, 10 ou 15 boîtes. J'ai vendu tout et n'importe quoi à des potes. Je faisais du code quand on avait encore des internets avec ce petit bruit de modem. Je faisais des sites internet pour les potes de mon père. Je vendais des CD. C'était un peu tout et n'importe quoi, mais toujours un peu cette passion de chercher et je sais pas, le truc drôle dans le boulot. J'ai toujours aimé me marrer dans le boulot et j'ai toujours aimé aussi toujours une petite quête de liberté. Donc j'ai eu pas mal de passages salariés. C'est des passages d'ailleurs très sympas parce que j'ai rencontré des mecs très sympas, mais je crois pas avoir appris grand chose et je crois que j'ai surtout appris que j'étais surtout pas fait pour ça. Donc voilà, une vie décousue, plutôt très marrante, très tournée vers famille, potes. Des bouffes le plus souvent possible et le plus long possible. T'as de la chance parce aussi. que alors là je vois qu'un profil, on se connaît pas, enfin on se connaît pas à part physiquement, mais de ce que je vois que la moitié de ton corps en visio, mais le bas, j'ai pas l'impression qu'il y a beaucoup de ventre, donc c'est de la chance quoi. C'est pour ça que j'ai dû rajouter le sport quand même pour pas finir trop mal. C'est ça. Ouais, mais sympa. Donc voilà, une vie, je crois marrante. Enfin en tout cas, moi je me suis vraiment marré jusque là. J'espère me marrer encore de longues années. Et c'est très cool. Et dans le boulot et dans le perso. Et d'ailleurs tout est un peu mélangé. Je peux pas. Tu voulais faire quoi quand tu étais comment? Je voulais être tout le musicien. Ouais, depuis quel âge? Hyper tôt. Hein. Genre 6e, je pense. On le sent parce que si tu veux, quand je prépare une interview, j'ai une trame en fait. Je prépare toujours à peu près l'étude de l'enfance pour planter un peu le décor. Ensuite, il y a souvent une boîte au milieu, donc je leur dis, je vois la boîte, c'est la 3e étape, et la 2e, c'est souvent les jobs entre les études et la boîte, c'est ce qui prépare la boîte. Et toi, même sur ma feuille, avant le petit ballon, pour moi, il y a la musique au milieu. Il y a vraiment ça qui, voilà. Ouais. Alors, on va en parler. Donc, je me demande ce que je fais dans l'entrepreneuriat. Hein. J'ai encore eu une discussion avec ma femme hier soir là-dessus. Mais alors, on va en parler. Toi, tu es musicien, fils et petit-fils de musicien. Ouais. Ce qui signifie que peut-être les Noëls en famille, il y avait souvent peut-être une guitare ou quelque chose. Exactement, guitare, piano, chant, tout le monde chante. J'ai des frères qui chantent trop mal, mais qui chantent quand même avec nous. Tes parents entiers les deux? Ta mère aussi? Ma mère, elle chante comme une casserole, mais pareil, elle adore chanter. Donc en fait, c'est juste, c'est des bons moments. Et je crois que ma vie, j'ai eu plein de merde, mais je crois que ma vie, c'est quand même beaucoup de bons moments et ça passe par plein de trucs. Et la musique, je trouve que c'est hyper fédérateur. Et on oublie un peu toutes les merdes et c'est un truc très à l'unisson, même si les gens sont bons, mauvais ou je sais pas quoi. C'est un bon moment fédérateur de famille et potes, je trouve. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Enfin, moi, je sais que je travaille tout le temps en musique. J'ai tout le temps de la musique. Ouais. Et j'ai eu des moments assez tristes et des divorces, etc., qui ont fait que la musique t'accompagne, en fait. Bien t'accompagne. sûr. Et même aujourd'hui, quand j'entends des morceaux qui me transportent, parce qu'il y a quand même des morceaux. Alors moi, j'écoute vraiment beaucoup de choses, vraiment de tout, mais que ça soit, je sais pas moi, un Debussy ou peu importe, une musique tout à fait, enfin, je veux dire des musiques avec des super voix, des super mélodies. Ouais. Je peux presque arriver, enfin si, j'arrive à pleurer quoi. Ah, pas mal ça, pas mal. J'arrive à cette émotion. C'est ça que. Alors moi, j'aime bien l'émission qui est The Voice. Je sais pas si tu la regardes. Ah ouais, non, en fait je suis en Espagne, donc je me suis et d'ailleurs ça existe, hein, mais j'ai pas la télé depuis très longtemps, donc je connais pas beaucoup les programmes. D'ailleurs j'ai des questions. Et donc tu as
franchement, le niveau de chant et de son est incroyable. Enfin, le niveau des chanteurs, je veux dire. Et je trouve que c'est vrai qu'entre un bon chanteur qui fait passer l'émotion, c'est-à-dire entre un bon et un autre bon, dont un qui a la surcouche émotion, ça n'a strictement rien à voir. Bien sûr, ça c'est sûr. Ouais. Donc, réunion familiale, musique, et ensuite, qu'est-ce que tu fais? T'avais un groupe à l'époque ou Ouais, alors, pour pas que on se fasse de fausses idées, je joue beaucoup de guitare, beaucoup de piano, mais je joue plutôt mal. Enfin, plutôt mal. Je suis pas du tout un surdoué. Je suis quelqu'un qui a beaucoup travaillé. Je sais lire aucune note. J'ai toujours eu des techniques un peu bizarres pour lire la musique. Et j'ai toujours eu le niveau. Je crois que j'ai le niveau qu'il me faut pour justement me divertir, chanter par-dessus, etc. Donc voilà, pas de grand talent particulier, mais un grand amour de la musique. Et donc, mais donc pas d'oreille absolue, hein. Donc tu t'écoutes une mélodie, tu peux bonne oreille. Ouais, si ça, je suis assez bon en revanche. Pour refaire. Ouais. D'accord. Ouais, mais je pense pas que ce soit absolu, mais en tout cas j'ai une très bonne oreille. Ouais. Et ça fait très prétentieux, mais je préfère vous dire la vérité. Hein. Et ensuite, donc je monte un groupe, un mec avec qui j'étais encore à midi là, des potes de Lyon, et on joue beaucoup de reprises, et on se marre, et on passe beaucoup de temps ensemble à faire. À jouer comme un groupe d'ados un peu, et finalement on commence à composer, on commence à faire plein de concerts, ça commence à marcher, et on se dit putain, en fait il y a peut-être un truc à faire là-dedans. Donc moi j'ai toujours fait les trucs avec beaucoup de passion, beaucoup d'envie et beaucoup d'ambition. Donc quand on se dit on se met à faire de la musique, t'es à fond. j'étais pas là pour déconner en revanche. Ouais. Et donc il y a eu un switch que mes membres du groupe qui sont toujours des super potes n'ont pas forcément compris, mais voilà. Quand je fais les trucs, quand je choisis de faire un truc bien, j'essaie d'aller au bout du truc pour avoir la plus grosse probabilité de succès, et si ça plante, avoir en me disant bah voilà, on a tout fait, ça n'a pas marché, c'est la vie. Hein. Alors moi c'est quelque chose que je fais aussi, mais j'ai l'impression que je parle pour moi, je parle pas pour toi. Parce que moi, je suis assez comme ça, mais j'ai l'impression que c'est les gens qui sont pas bons, en fait, qui ont pas de faculté. Et en fait, ils travaillent énormément pour pouvoir rattraper ceux qui sont très bons, ou ceux qui ont peut-être un don. Alors, je sais pas si on peut dire qu'il y a un don, mais, et du coup, on laisse très peu de chance au hasard et on bosse à fond, et on arrive au niveau, en fait. T'as raison. Moi, je crois que j'ai aucun don. Ouais. Et je crois que ça me va très bien. Enfin, je suis très bien comme ça. Ouais, tant qu'on y arrive. Ouais. Quel genre de musique c'était? C'était à l'époque on appelait ça de la Britpop, donc c'était très Oasis, Coldplay, tout ça. Les Beatles, ouais exactement. Ouais, j'adore. Ça s'appelait The Green Olive. C'est encore sur Spotify. C'était cool, on a vraiment rigolé. Tu as vendu des albums, tu as gagné de l'argent ou c'est Non, mais on n'en a pas perdu, donc pour un musicien c'est fabuleux, c'est comme en gagner. Et ça nous a permis de faire beaucoup de choses. C'était à une époque où on en avait aussi vachement moins besoin. On avait, je pense, c'était entre 20 et 25 ans, allez, ou peut-être même 18 et 25, et ça nous a permis de tourner beaucoup. On a fait beaucoup de dates en France, beaucoup de dates en Espagne, où on a fait des cartons, ça c'était trop bien, on n'a jamais compris pourquoi. Quelques dates en Angleterre, quelques dates aux US. Donc c'était très drôle. Aux US? Très drôle. Ouais, on a fait 3 dates aux US super bien, New York et Boston et Brooklyn. Ouais, c'était cool. Comment vous connectiez les US? On a rencontré un mec complètement par hasard j'étais allé voir mon frère qui était en Erasmus à New York, j'ai rencontré un musicien trop sympa, on s'est trop aimé et on s'aime d'ailleurs toujours trop. Il a monté une super boîte aux US de parfums qui s'appelle Diez Durga, et c'était un musicien hyper talentueux avec un super groupe, et on s'est fait très potes, et donc on s'était promis que le premier qui organiserait une tournée inviterait l'autre dans son pays. Et donc nous on allait le faire, ils sont venus, on les connaissait à peine, on a passé un mois ensemble de fou, un échange quoi. Et ouais, on a fait un Erasmus musical, et après on a fait leur première partie aux US. C'était très cool. Et ça, tu dis on n'a pas perdu d'argent, on a sorti un disque, on a fait des tournées.
tu étais passionné depuis petit et tu n'as pas eu envie vraiment d'en faire ton métier ou ça t'a saoulé ou Si, mais c'est dur comme métier, quoi. Ouais, c'est un métier très très dur. C'est un métier très très dur à une époque compliquée. C'est donc on a entre 20 et 25 ans. 20 et 25 ans, ça veut dire qu'on a des potes qui commencent à bosser, on a des potes qui peuvent avoir un appart, on a des potes. C'est un peu la comparaison qui est difficile. Il y en a deux dans le groupe qui allaient se marier, donc ils avaient un autre aussi plan de vie, donc on se retrouve à gérer 4 personnes où on avait commencé ado sans ambition et où moi j'ai essayé d'amener beaucoup d'ambition après dans un milieu qui est hyper difficile avant de gagner de l'argent dans la musique, il faut donner hein. Et plutôt assez vite, je pense qu'on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment meilleur que nous. Et donc, le travail suffirait pas. Le travail, ça nous a permis de nous marrer, ça nous a permis de faire tout ce qu'on voulait, ça nous a permis d'avoir une vie d'artiste sur quelques années. Mais il y avait des gens qui étaient bien meilleurs. Ce que tu disais, tu vois, avec peut-être plus de technique, mais ça, on s'en foutait, mais avec une émotion de ouf, c'était un autre niveau. Donc, à un moment, je crois qu'on a été assez intelligent pour se dire, les gars, si on arrête ici, le chemin était vraiment ouf, mais il faut qu'on fasse autre chose. Et donc on s'est mis à faire autre chose. Et à ce moment-là, moi, j'aidais vachement les autres artistes qui étaient épatés de notre faible niveau de faire autant de choses. Donc on tournait partout, on avait un tourbus, ah oui, une camionnette géante. Et donc on faisait énormément de choses. On avait produit on faisait tout nous-mêmes. On était hyper entrepreneurial. Donc les artistes les plus talentueux qu'on côtoyait, ils nous disaient ouais les gars comment vous faites. Et donc c'est là-dessus que moi j'ai créé My Tour Manager. C'était vraiment pour aider ces gens, pour leur montrer que en fait on n'avait pas besoin forcément d'un énorme label, d'un énorme tourneur, d'un énorme je sais pas quoi. Il fallait juste une petite dose de travail et ça pouvait aussi fonctionner. Donc là on est en 2009 à peu près. On est complètement en 2009. On est en 2009. On est entre 2009 et 2011. Donc, la musique te plaît, tu comprends que tu pourras pas en faire ton métier, tu pourras pas vraiment gagner ta vie. Par contre, il y a un savoir-faire, celui de faire tourner, je sais pas si tu peux dire tourneur, mais un peu un généraliste qui n'était pas musicien, tu vois, qui pouvait s'occuper des groupes. Et donc là, tu en fais un site internet, c'est ça? Et pour pouvoir un peu fédérer, aider les autres, quoi. Ouais, exactement. Et d'accord. Tu vois, c'est marrant parce que j'ai vu passer, là, il y a quelques mois, une interview de Coldplay quand ils ont, tu parlais de Coldplay tout à l'heure, quand ils ont, je crois, 16 ans. Et 16 ans, Chris Martin, là, le chanteur, il dit, en fait, les gars, ils ont pas sorti un album, rien. Et il dit, vous allez nous voir, dans les plus grands stades du monde pendant des années. Et tu vois, je trouve que, donc lui, il a une technique de fou, il fait passer une émotion de ouf, mais en plus il avait cette ambition et je trouve que Coldplay pour moi c'est les super entrepreneurs de la musique parce qu'ils avaient un peu tout. Bon, pour revenir sur à un moment tu sais très vite que dans la musique je crois que tu vas réussir ou pas. Et donc il y a des gens hyper brillants comme eux qui ont cartonné et il y a des gens, allez je dirais brillants comme nous qui ont su qu'il fallait pas continuer. Donc voilà un peu les deux. Alors après je sais pas, c'est ton métier, c'est ton métier, c'est ta passion, c'est pas la mienne. Tu vois, on approche quasiment des 100 épisodes. Je sais pas, sur les 100, j'ai dû faire peut-être 60 startups ou 50 startups, tu vois. Et il y a quand même des mecs qui ont quand même monté des trucs, y compris toi d'ailleurs, qui ont monté des trucs quand même incroyables. Bon, tu sens quand ils discutent 2 minutes avec eux, tu sens qu'il y a quelque chose. Ils ont quelque chose, en fait. Succès, etc. Il y a quelque chose, une sorte d'aura, une sorte d'intelligence, etc. Bon. Par contre, au niveau de la musique, je suis pas sûr qu'il faille résumer le succès à la qualité du chanteur. C'est qu'à un moment, ils arrivent peut-être au bon moment. Ouais, il y a ça aussi. Il y a plein de choses aussi. Non, mais bien sûr, il y a plein de paramètres. Mais l'ambition, elle est hyper importante. Et dans beaucoup de groupes qu'on a vus, en fait, la plupart des musiciens les plus talentueux, c'est pas forcément les plus ambitieux. Je trouve que Coldplay, justement, que j'aime pas de ouf d'ailleurs,
ils avaient un peu tout. Et moi, je les respecte vachement pour ça. Mais bon, j'espère qu'un jour, tu recevras Chris Martin et tu pourras faire un super podcast. Et d'ailleurs, tu me diras si j'avais raison. Non, mais après, moi, ça correspond, enfin, je sais pas, moi, Chris Martin, enfin, Coldplay, Radiohead, tout ça, ça correspond au genre de musique que j'adore aussi. Ah ouais, c'est fabuleux. Non, mais bien sûr. J'aime beaucoup. Ouais. D'ailleurs, en ce moment, il y a un truc qui est sympa, c'est qu'il y a quand même pas mal de biopics sur la musique. Là, j'ai pas terminé, je me suis endormi, c'était hier soir. Il y avait les Bee Gees, par exemple. Ah, trop bien. Je crois que c'est sur Canal, un truc comme ça. Ah, trop bien. C'est vachement intéressant. Et c'est vrai qu'on a, on n'a pas l'impression qu'on les connaît plus que ça, quoi. Bien et sûr, pourtant, on les connaît très bien au niveau musique, ça, quoi. C'est clair. Ouais, grave. Juste, tu jouais après, on va passer à la suite. Tu jouais de quel instrument? Guitare et piano. Guitare et piano. Ah oui, tu me l'as dit. Ouais, Voilà. ouais. Donc, Maito Manager, tu fais quoi? T'as un logiciel? Tu faisais quoi essentiellement? Alors, My Tour Manager, c'était un petit site internet qui était une sorte de marketplace pour les musiciens et pour les venues, donc ceux qui faisaient jouer des groupes de musique, pour qu'ils puissent se parler, échanger, faire des contrats, etc. Et surtout pour ces salles, trouver des super artistes, et pour les artistes, trouver plein de salles. Donc c'était hyper basique. Hein. Donc c'était donc on est en 2009. Hein, en 2009, les marketplaces, c'est très compliqué, c'est très lourd techniquement, etc. Donc finalement, on sort une version plutôt bien pourrie, mais qui permet d'échanger, qui permet de faire pas mal de choses. Et très très vite, on se rend compte que c'est bien au-dessus de nos moyens techniques et qu'il va falloir trouver une solution. Et on rencontre hyper vite, hein, je sais pas combien de temps ça a duré, mais entre le début du projet et la fin du projet, je pense qu'il y a 2 ans, mais entre la partie pure opération et la fin de l'opération, il doit y avoir, il y a peut-être 1 an. Et donc on rencontre finalement Beer et Luc. Ah oui. C'était un couple qui s'appelait les Rétifs, très sympa, et qui veulent utiliser cette technologie pour leur site et qui nous proposent pendant le rendez-vous, finalement, de nous racheter direct. Et donc, mais t'avais du chiffre d'affaires et tout? Enfin, ça fonctionnait? J'avais rien du tout. C'était une sorte de T'avais une idée, super quoi. MVP. Ouais. D'accord. Et donc on leur vend et on ressort et je me retrouve sans projet, sans rien, sans idée et avec un petit chèque. Donc j'étais très content, mais il fallait que je fasse autre chose. Et donc diplômé en 2007 à peu près. Ouais, exactement. 2007-2008, musique. Non, en fait, non. La musique. Qu'est-ce que tu fais après ton diplôme? Bah après, justement, il faut que je gagne un peu d'argent. Donc et voilà, oui. Là, je suis salarié donc chez DTZ, un truc d'immobilier d'entreprise. Et donc, je suis conseiller financier en immobilier. Donc là, il y a à peu près les 3 termes qui me ressemblent le moins et conseil. Parce que je me sentais pas du tout à l'aise avec ce terme parce que j'avais aucune expertise. Et financier, qui est le dernier truc que je comprends, et immobilier. C'était plutôt pour faire plaisir à ma famille parce que c'est des bureaux, non, c'est ça? Plutôt ouais, exactement. On en voit partout à Paris d'ailleurs, il y en a plein. C'était une sorte de cellule financière, on faisait des gros projets. Donc j'ai eu de la chance d'avoir une équipe très marrante qui venait tous de l'audit et je sais pas quoi. Donc ils avaient une technique financière que j'avais absolument pas. Donc j'ai appris plein de trucs avec eux. J'ai surtout appris que il fallait pas que je reste longtemps, mais je me suis fait des très bons potes et j'ai eu un boss qui a très vite compris que j'avais rien à faire là-dedans et donc il m'envoyait que sur des projets étranges que personne voulait faire et que j'adorais. J'ai dû vendre des terrains en Roumanie, j'ai dû faire beaucoup de choses comme ça, hyper bizarres, que j'adorais et dès que j'ai eu l'opportunité, j'ai quitté la boîte, mais je suis resté quand même 2 ans, je pense. Donc pour monter, ou c'était en parallèle, Manager? Ouais, c'était en parallèle, Manager. Donc je suis allé voir, il m'a dit très bien. On a postulé pour l'incubateur d'HEC, qui était à l'époque un tout petit incubateur très familial. Pareil, sans prétention, c'était très cool. Et on s'est beaucoup marré. Et donc on a monté My Tour Manager. Et on est à peine sorti qu'on l'avait revendu et qu'il fallait faire autre chose. C'est la même époque que j'ai reçu dans le podcast ici, c'est la même époque que Céline Lazorte? Ah bah bien sûr, on était dans la même promo. C'est celle qui m'a présenté ma femme, témoin de mariage. Ouais, bien sûr. Ah, Céline, témoin de mariage, ouais, super. Ouais.
Donc, Je l'ai reçu, je l'ai reçu il y a très très longtemps. Ouais, je sais plus quand. Ah ouais. Ouais. Sacrée époque, c'était très drôle parce qu'il y avait plein de super potentiels, plein de boîtes qui ont marché, plein de boîtes qui ont planté, mais une très belle équipe. Donc, tu l'as abordé tout à l'heure. Tu prends ton chèque. Je pense que c'est un chèque qui te permet pas de plus travailler. Donc, j'imagine peut-être plus travailler un mois ou 2 mois, 6 mois. Ouais, Ça me permet de finir l'année. De finir l'année. Ouais. Et tu te retrouves à la case départ, en fait. Ouais, mais sans. Ouais, mais une case départ assez cool. Mais sans stress, sans te dire non, putain, qu'est-ce que je vais faire, quoi. Pas du tout, pas du tout. J'étais hyper serein. Je sais pas pourquoi, parce que avec le recul, il y avait rien pour être serein. Et je me dis juste que je vais faire des trucs qui me plaisent beaucoup. Et donc j'aimais, parce que j'adore la bouffe, mais j'adore ça. Et donc je me suis dit, mais en fait la bouffe, je sais quand même faire pas mal de choses. À l'époque, je cuisinais pas mal. Après, j'ai rencontré ma femme qui cuisine tellement bien que j'ai vraiment arrêté. Et donc, je me suis dit, ça sert à rien de se mettre dans la bouffe parce que c'est pareil. C'est comme la guitare ou le piano. J'aurais jamais une étoile et c'est pas du tout ce que je cherche. J'ai jamais cherché à être expert dans des domaines. Je préfère faire 1000 choses pas très bien et qu'une chose très bien. Je sais pas si c'est bien, mais en tout cas, c'est mon. Non, mais il y a alors, parce que je suis exactement comme ça. Et puis, alors, je sais pas, moi, ma femme, me dit exactement la même chose. Il y a une phrase toute faite, je l'ai pas en tête, qui dit, vaut mieux faire 1000 choses d'un truc qu'un truc 1000 fois mieux. Enfin, je sais plus quoi. Ça, Ah oui, ça, bah ça ouais, ça ira bien ça. Ouais. Et donc je me dis en revanche, il y a un truc où je suis vraiment nul, c'est le vin. Et j'ai quand t'as un peu cet amour de la bouffe, bah souvent t'aimes quand même bien boire, ce qui est vraiment mon cas. Et donc j'ai quand même jamais su. C'était pas faire des accords mets-vins, je m'en fous, mais en tout cas choisir une bouteille avec assurance. Et ça m'agaçait de toujours me perdre et dans le supermarché et chez le caviste et chez n'importe où je devais acheter du vin. En fait, j'avais pas la confiance d'acheter du bon vin. Et si je devais l'amener, tu m'invites chez toi demain, il y a 10 ans, tu vois, je t'aurais amené une bouteille où je n'étais pas sûr. Maintenant, je sais, tu vois, j'ai appris beaucoup de choses pour faire plaisir aux gens. Et je trouve que c'est vraiment cool. Alors, c'était, si je comprends bien, tu en as un peu rien à foutre de savoir le cépage, le massage de site. Ouais, tu voulais juste faire l'accord. D'ailleurs. Non, c'était pas vraiment marier les trucs. C'était. Non, en fait, je voulais me choisir. Comment l'acheter, quoi, en fait. Comment l'acheter, qui s'accorde. En fonction de mes goûts ou de celui chez qui je suis invité. D'accord. Tu vois, pour faire plaisir. Donc, et c'est vraiment l'identité l'ADN du petit ballon. Donc c'est. C'est-à-dire, je t'invite demain à une côte de bœuf. Tu sais qu'on va manger de la bonne viande. Tu savais pas quel vin choisir, et là maintenant. Non, parce que tu vas même pas me le dire. Tu vas même pas me dire que tu m'invites pour une côte de bœuf. Tu vas me dire, je t'invite à dîner. Ça va être un dîner cool. Donc je me dis, attends, j'essaie de regarder un peu comment t'es. Tu vois, ce qui peut te faire plaisir, je sais pas quoi. Et donc je vais m'imaginer un espèce de toi. Et je vais essayer de trouver une bouteille assez similaire, tu vois. Et après, je vais pouvoir te raconter, cette bouteille, je l'ai prise parce que je sais pas quoi, tu vois. J'ai 2-3 caractéristiques qui me font penser à toi. Et donc, peu importe ce qu'on va bouffer, je suis sûr que tu vas l'aimer. Et donc ça, c'est un peu mon truc. Je pense à quelque chose. Je sais pas si vous l'avez fait, je sais pas si quelqu'un l'a fait, mais justement, ça serait marrant de faire un configurateur. Par exemple, quel est le vin en fonction de sa personnalité. Par exemple, je sais pas moi si j'ai 18 ans et que je suis une jeune fille, je vais peut-être aimer du rosé très clair. Et si j'ai 55 ans, etc. Et c'est un truc. On le fait. Ah, vous le faites, d'accord. On le fait en fonction de plein de trucs. Ton âge, bien sûr, ton envie. Il y a des gens qui veulent faire plaisir, il y a des gens qui veulent se faire plaisir. Il y a des gens qui veulent, pour savoir si c'est avec ton patron, si c'est avec ta belle-mère, tu vois, c'est pas du tout les mêmes trucs. Donc on a des petits configurateurs comme ça, assez marrants, qui sont un peu des tranches de vie, tu vois, et en fonction du budget, en fonction de plein de choses, parce que le vin c'est compliqué quand même. Et donc voilà, je me dis, j'ai pas eu du tout envie d'être expert, mais je veux faire 2-3 cours qui me permettent d'avoir un niveau suffisant pour bien choisir ce vin. Et j'ai fait pas mal de cours, et j'ai lu plein de livres, et j'ai fait des formations, et j'ai trouvé ça chiant à mourir. Que des trucs il y avait à l'époque
ce qui a pas mal changé, que des trucs qui voulaient faire de moi un expert. Oui, un œnologue. Moi, je leur ai bien dit que je voulais pas devenir un expert. Je me fous de savoir quel cépage il y a dans un vin. Je sais pas si je peux le dire en tant que président du Petit Ballon, mais ça m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, moi, c'est plein de choses. C'est l'histoire du vin, c'est voir la gueule du vigneron, connaître un peu son passé, comment il a travaillé le vin. Ce qu'il veut en faire sortir, et c'est beaucoup plus artistique que technique. Mais d'ailleurs, n'importe qui bouffe avec n'importe quel vigneron, quand on boit son vin, on trouve que c'est le meilleur du monde parce qu'il nous a fait passer justement une émotion incroyable, il nous a fait comprendre comment il a fait son vin, et je crois qu'on est tous assez bien constitués pour comprendre tout ce travail, pour comprendre cette émotion, et donc quand on va à des salons de vin ou à des trucs comme ça, on trouve souvent les vins bien plus dingues que quand on les a à la maison, où on n'a plus cette histoire, on n'a plus tout ça, et tout est un peu plus terne, et en fait c'est hyper dommage. Et donc nous on a essayé, j'espère qu'on réussit, à transmettre un peu ces histoires de vignerons à la maison pour qu'on trouve le vin meilleur, et pour que le vin ait un vrai plus, un vrai intérêt supplémentaire. Donc à la base, c'est uniquement pour t'améliorer à titre personnel. Exactement. Et je me rends compte que tout le monde veut faire ça dans mon entourage. Donc à ce moment-là, j'ai 27-28 ans, ouais, ça fait 10-11 ans. Et donc c'est le moment où on est, je sais pas, un peu moins dans la vodka cul sec, et on a décidé d'être un tout petit peu plus raisonnable avec l'alcool, et on essaye de boire des vins un peu plus cool, etc. Et donc c'est un âge où en fait on se rend tous compte qu'on n'est pas prêt à ce changement, et donc on voulait aider les gens de 26, 27, 28 ans à faire cette transition vers l'âge adulte. Donc voilà, c'était quand j'ai fait cette formation, tout le monde disait ah ouais cool, je vais la faire avec toi. Bon, finalement personne l'a fait, mais donc j'aurais dit il faut qu'on les aide. Et donc on a décidé de monter le Petit Ballon. Alors, tu disais d'abord, à la base, je voulais m'améliorer moi-même. Donc, je voulais comprendre comment choisir le vin, comment l'accorder, comment l'acheter, etc. Il y avait déjà pléthore de sites, en fait. Il y avait, enfin, je sais pas, moi, à l'époque, je sais pas, truc à la propriété, voilà. Non, ça existait. Je sais même pas si ça existait. Je crois que Vente à la propriété, c'est à peu près en même temps que nous. Il y avait Château Online, Millésima, peut-être, ou je sais plus. Millésima, 1855. Ouais. Qui a fermé, d'ailleurs. Bien old school, hein. 1855, ils ont racheté Château Online, ils ont fermé, je crois qu'il y a eu du trafic. Donc, tu faisais, passionné de bouffe, tu faisais, alors je sais pas si tu l'as dit, mais tu faisais ces dîners à la maison, c'est ça, enfin ces déjeuners à la maison le dimanche, c'est ça? Ouais, alors Alors parle-moi de ça, je vais te laisser faire, alors vas-y. Effectivement. En fait, Martin, excuse-moi, je te coupe. Dans l'idée, c'est de vraiment de comprendre comment ce que tu voulais faire à titre personnel, c'est-à-dire t'améliorer. Comment tu as vu un moment que ça allait devenir un business, que tu as associé à tes trucs dans l'après-midi, etc. Je te laisse parler alors. T'as raison. Donc ce que j'arrête pas de dire, c'est bouffe avec les potes. Ça, c'est un peu mon. Ça, j'espère que ça me durera jusqu'à ma mort. Et en fait, on apprend trop de choses à ce moment-là. Et je sais pas ce qu'on peut dire pour la loi E20 ou pas, mais quand même, plus on boit, plus on se raconte soit vraiment beaucoup plus de conneries, soit des trucs aussi beaucoup plus profonds. Je trouve que ça t'enlève un petit filtre. Et donc, tu sais beaucoup de choses. Et à ce moment-là, donc le dimanche, j'ai un appart très très cool dans le 17e à Paris. C'est avec une énorme cuisine. Et les gens, moi je suis donc de province, de Lyon, loin de ma famille. J'ai eu la chance d'avoir 2 frères quand même à Paris avec moi, mais en tout cas moi le dimanche chez moi à Lyon, c'était un moment, le dimanche j'étais pas chez des potes, le dimanche midi j'étais avec ma famille, et maman ou papa faisaient une super bouffe, et on restait des heures à table, et on buvait et on mangeait des super bons trucs. C'était un moment hyper important, et en fait quand on se retrouve déraciné entre guillemets,
même si Paris et Lyon c'était pas très loin, mais on a quand même pas nos familles ou pas nos parents. En fait, moi j'ai voulu recréer un peu pour nos potes qui avaient plus ça, ce moment convivial, familial, un peu sympa. Donc on a commencé à très peu et on se retrouvait quand même à pas mal de gens. Donc on commençait plutôt très tôt. Tout le monde Et chacun venait. cuisinait ou c'était toi qui cuisinais? Ouais, non, Ouais. chacun m'aidait. Il y avait toujours des gens qui savaient faire des trucs et donc il y avait des thèmes. Et on arrivait assez tôt, on plutôt travaillait tous ensemble la bouffe jusqu'à 14h. Et à Et de 14h, 14h à 19h, on mangeait, on buvait, on se racontait des conneries, etc. Mais quand même, on se parlait, c'était un peu, il y avait des trucs un peu profonds. Et donc c'est à ce moment-là qu'on voit aussi que tu sors du vin et que les gens demandent, enfin, si tu leur racontes une histoire, en fait, trouvent le vin 10 fois plus intéressant. Et donc, j'ai vu un espèce de, à chaque fois que je parlais un peu plus de ce vin et que je connaissais un peu plus sur ce vin, bah, les gens en buvaient plus, les gens étaient vachement plus intéressés, les gens redemandaient pour le dimanche d'après, etc. Et donc, c'est là où j'ai senti un espèce de petit truc qui pouvait fonctionner. Donc, m'améliorer moi-même, bien évidemment, mais en fait, ça permettrait à plein de gens de s'améliorer. Alors, sans la prétention de s'améliorer, mais déjà, qui passe un bon moment avec le vin. C'est un truc qui a toujours fait peur, le vin. Et donc, on voulait le rendre sympathique parce que c'est sympa, le vin. Bien sûr. Il y a tellement de choses. C'est un puits d'histoire, de savoir, de travail, de technique, de météo, de terroir. On a fait une bouffe, une petite aparté là avec tous les associés du Petit Ballon et le nouvel actionnaire à Cahors il y a 2 semaines. On s'est retrouvé dans le seul resto qui était ouvert d'ailleurs et on a bu je sais pas combien de bouteilles, beaucoup avec un des vignerons du Petit Ballon, mais c'est comme aller au ciné en fait. On n'en peut plus, on a envie de la 3e bouteille, de la 4e, comme on a envie de Indiana Jones, numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4. Et on peut plus s'arrêter. Et le mec, je trouve que c'est tellement intéressant. Et c'est tellement une autre vie que notre vie entrepreneuriale. Là, je parle pour moi, hein, ordinateur, des emails, des trucs comme ça. Eux, ils sont dans la terre toute la journée, ils doivent se lever à 5 heures, ils n'ont pas de vacances, ils ont des aléas météo. Pour moi, qui arrive, et je pense que je suis hyper chanceux à faire du chiffre sur Internet. Bah moi, mon aléa, c'est que le serveur tienne. Et maintenant, il y a plein de solutions pour que ça marche. Mais eux, quand il y a du gel ou quand il y a du bordel, bah c'est pas du tout la même. Donc voilà. On a Surtout qu'ils ont pas 50 récoltes par an. Hein. Ah non, C'est-à-dire qu'une fois qu'il y a le gel qui s'est mis sur la récolte d'août, c'est fini, dur, quoi. C'est Ouais. dur. Et ils sont tellement fiers de leurs produits et je trouve qu'ils ont tellement donné que c'est dingue. Et donc voilà, j'ai toujours envie, et tu vois, ça fait 10 ans que je suis dans les Petits Ballons. Et en fait, chaque rencontre d'un vigneron me dit que je peux rester encore 10 ans là-dedans parce que c'est trop intéressant et c'est très, très enrichissant, je trouve. Alors, continuons donc. Tu sens qu'il y a quelque chose à faire. Ouais, mais que les gens ont pas envie quand même de trop se faire chier. Ils veulent pas perdre quelques heures à aller dans je sais pas, dans un truc qui fait des cours. Ils veulent pas lire de bouquins, ils veulent pas, je sais pas quoi. Donc je me dis oula, il va falloir vraiment leur simplifier la vie. Et à ce moment-là, il y a un site US que j'adore qui a fermé, qui s'appelait Foodsie, qui fait de l'abonnement. Tu recevais un produit faite par quelqu'un, avec cette histoire de la personne, chez toi, tous les mois, ça changeait. Donc il y avait tous les ingrédients qui étaient cool, tu t'emmerdais pas. T'avais un produit cool, t'avais beaucoup de content, finalement, de contenu pour t'accrocher à ce produit. Et en fait, une fois que t'avais bouffé ce cookie de la meuf qui l'avait fait du Texas, qui avait une super bonne gueule et qui t'avait raconté une super histoire, tu voulais plus en manger d'autres. Et donc je me suis dit, il faut faire exactement pareil avec le Petit Ballon. De l'abonnement pour que les gens s'emmerdent pas, ils reçoivent un truc tous les mois, ça peut changer, ça peut tourner, tu peux faire découvrir plein de trucs, et t'as un espace de contenu en plus du produit pour raconter cette histoire que le vigneron peut pas raconter à tout le monde en même temps, et donc ça lui permettait aussi d'avoir une tribune, en gros, pour raconter son histoire. Alors, si on est à cette époque-là, en fait, tu dis 2 choses. Là. Bon, tu avais évidemment le vin, tu voulais transmettre un peu cet amour, ce choix et simplifier un peu pour pouvoir proposer un vin adéquat dans le voilà. Et la deuxième chose, c'est que tu n'étais pas seul. Il y avait mais aujourd'hui non plus d'ailleurs. On en a parlé. Tu avais Millésima, Château Online, etc.
Et Ouais, mais qui faisaient pas la même chose. Est-ce voilà. que des vrais e-commerçants? Voilà. Et là, donc, le petit accent tonique que tu vas mettre, c'est l'abonnement, en fait. Exactement. Et l'abonnement à cette Mais époque, ça sachant que, n'existe pas. oui, mais sachant que l'abonnement, de toute façon, enfin, à l'époque, c'était, tu veux te désabonner, il faut envoyer un courrier. Enfin, c'était compliqué, Ah l'abonnement. oui, et ça en plus, On te dit le pas que tu vas français avec devenir, l'abonnement, il est. voilà. On te dit pas, enfin, tes copains, quand tu en parles, on te dit pas, tu vas n'importe où, tu vas faire n'importe quoi, ou, on te suit. Enfin, tes Oh, parents, je sais pas, tes on me suit. copains. Ah, mes parents, si je faisais n'importe quoi, ils me suivraient, ça c'est Ouais. sûr. Mais et tes potes, ils te disent toujours qu'ils te suivent. Ouais. Mais d'ailleurs, à un moment, on a demandé de l'argent à nos potes, personne nous en a filé. Hein. Mais, euh, mais, mais en fait, on s'en fout. Je crois qu'on fait ça. On, on sait qu'on tient un bon truc. Mais On sait pourquoi pas que l'abonnement, en fait? Pourquoi l'abonnement? l'abonnement, c'était. Moi, je trouvais que ce concept était dingue. Donc, les gens connaissaient l'abonnement. On s'abonnait à sa télé, son, je sais pas quoi, Canal+, Son son téléphone. téléphone. Hmm. C'est un peu que des contraintes et entre guillemets que des nécessités. Et donc, l'abonnement qui existe toujours comme ça, c'était très bien. Sachant qu'à Mais l'époque, il n'y avait pas encore le SaaS, hein. oulala, non, là on sait. Ouais, c'est à ce Voilà, moment-là parce qu'on a. qu'aujourd'hui, on a l'habitude de l'abonnement avec le Bien SaaS, des sûr. engagements. Voilà, à l'époque, il n'y a pas du tout ça, quoi. Ah Tu non, c'est t'engageais, un, si c'est tu, un tu bordel mourais, sans quoi. nom. Exactement. Ouais. Et donc là, on décide de reprendre ce concept américain Hmm. et d'en faire un abonnement. Et on appelait ça c'était quoi Discovery, Subscription Discovery, je sais pas quoi. Donc, Discovery e-commerce, ça se plaît. Et je trouvais ça très cool comme terme. Donc, c'était du e-commerce que t'achetais pas comme sur Millésima, justement, et les sites de e-commerce de vin, où t'arrives, t'as un moteur de recherche et tu dis, je veux le château Montcuit, très bien. Non, en fait, on va te faire découvrir quelque chose. Donc, on transpose le sens c'est moi, la marque, le petit ballon qui va te faire découvrir des trucs et c'est pas toi qui vas choisir. Donc, cette idée, moi, je la trouve trop bien. Et on la monte en même temps que Jollybox, qui est devenu Birchbox, qui est devenu ensuite Blissim. Et donc, on se parle beaucoup aussi. Et on se rend compte que on a cette idée, mais les gens sont pas habitués, les gens ne connaissent pas, les gens ne mettent pas leur carte bleue pour s'abonner. À l'époque, on signe c'était quoi, des trucs, des TIP, non? CEPA, des types, Ouais, des trucs ouais. comme ça. Donc, c'est des trucs qui font un peu peur. Et, c'est Mais c'est sans engagement, toi, déjà? et c'est sans engagement. Chez vous, Et, déjà, à l'époque. ouais, et sauf que les banques nous suivent pas, il y a aucun prestataire de paiement qui nous suit, donc c'est tout un bordel, donc un bordel technique qui est très très compliqué à passer, et un autre bordel qui est faire comprendre au client que c'est pas son abonnement comme sa box internet. Il peut se désabonner hyper facilement, c'est avec la carte bleue, mais t'inquiète, on va pas te la pirater. C'est quand même une autre époque du web. Euh, Hyper différente et donc on est les premiers à mettre ça en place. Donc en fait on est avec Jollybox, avec allez, on est 5 ou 6 et on se fait un petit on essaye voilà d'être les pionniers de ce marché de cet abonnement nouvelle génération, et ça nous permet aussi d'avoir une force en plus finalement. On s'est battu, ça a été très très compliqué au début, mais une fois que ça a marché, c'est nous qui étions hyper bien positionnés pour faire marcher cette verticale, nous dans le vin. Donc voilà, c'est marrant. Donc tous les potes, il y en a pas mal qui s'abonnent quand même. Donc, tu montes un site internet? On monte, ouais, là en revanche, le site est plus facile à faire, la partie pure front. La partie technique est très compliquée. Finalement, on trouve, c'était qui? C'était, bon, je sais même plus, un prestataire de paiement qui a été top. On trouve un prestataire logistique qui est top, qui nous a hyper bien compris alors qu'on avait 5 colis à envoyer tous les mois. Et on retransmet un peu, ça c'est dans ton truc de la combinaison, tu vois, on va faire en sorte de voir le client pour lui parler le plus possible. Et donc on va lui donner rendez-vous chez nous, dans nos bureaux, qui sont dans la maison, tous les vendredis. Celle du 17e? Ouais. Ah oui. Et donc tous les vendredis, pendant un mois, les gens venaient une fois dans le vendredi, chercher leur colis,
et il s'asseyait avec nous, et il restait des heures, et on lui faisait boire 1000 vins avec Jean-Michel le sommelier, dans un appart pourri mais trop bien, avec Mathieu, mon associé, qui est toujours là, que j'aime trop, et en fait on passe des moments irréels et fondateurs pour le petit ballon, parce qu'on voit ce client, parce qu'on lui parle, parce qu'on bosse l'offre avec lui, et parce qu'on va faire en sorte que tous ces retours, on va les prendre en compte, et on va améliorer cette offre, améliorer notre service, améliorer le prix, améliorer tout pour que le client soit Non, le mais plus c'est même satisfait plus, possible. c'est même pas customer centric. Ce que customer centric, c'est vous mettez le client au milieu. C'est que vous êtes tous au milieu, en fait. Vous êtes tous ensemble, quoi. Exactement. Mais c'est vrai, non, mais t'as raison, et je crois vraiment avec le temps, tu vois. Donc on a eu ça a duré des années, ça, hein, 3 ans. Tous les vendredis, à partir de midi, on bossait plus. C'était une autre façon de bosser. Après, on a décidé de monter une boutique pour avoir un plus grand lieu de réception de personnes. Et maintenant, tu vois, là, c'est la période de Noël. Moi, je fais je sais pas, 2 heures de réponse client sur le chat et sur les tickets clients par jour presque. Donc en fait, c'est vraiment pas des conneries. On aime le client de dingue. Et vraiment, moi, les commentaires, quand je reçois un mauvais commentaire, mais j'en dors pas. C'est-à-dire, tu fais encore du chat, tu réponds sur le bien chat. sûr, bien D'accord. sûr, là Et tu sais, tu dis que c'est Martin? je dis que Martin. D'accord. Mais je dis pas Martin, Ouais, bien sûr. cofondateur du Petit Ouais. Ballon. D'accord. Et je mets pas mon nom. Ouais. Donc il y a des gens qui me demandent, et il y a des gens qui pensent que je pourrais être Jean-Luc, Mireille ou Martin, serait pareil, ils s'en foutent. Mais et je m'en fous. Hein, j'ai pas beaucoup d'ego. Voilà, c'est un vrai travail d'équipe. Et donc j'adore quand on dit Martin fait des choses fabuleuses, mais Martin il fait rien de fabuleux sans tous ses associés, sans tous les gens qui travaillent au Petit Ballon, sans tous les vignerons et sans tous les clients. Donc voilà, je crois que c'est un vrai travail d'équipe. Et voilà, je dors Tu as gardé mal, ce côté simple. Tu as gardé ce côté simple. je crois que je suis très très simple. Ouais, Tant ouais. qu'on m'invite à bouffer ou que j'invite à bouffer, c'est ça peut-être mon côté moins simple. Il faut que ce soit bon en revanche. Ouais. Ouais. Moi, je t'inviterai pas alors. Parce que... Enfin, si je peux t'inviter au resto, mais pas chez moi à la maison, je Très sais pas bien, trop cuisiner. j'adore Quoi. le resto. Et voilà, mais j'adore, tu vois, même les bouteilles de vin, j'ai toujours aimé, j'aime plutôt les vins jeunes, j'aime bien les appellations un peu bizarres. En fait, j'ai pas de grande passion des grands vins, et je trouve que ça va, voilà, je préfère boire 25 bouteilles pendant une journée qu'une super bonne bouteille. Donc c'est toujours pareil, ça va avec ce truc un peu comme on disait tout à l'heure de faire les choses un peu moyennement, mais d'en faire plein. Et ça, je crois que ça marche dans tout. Quand on est amateur comme toi, sachant qu'il y a le disclaimer partout, buvez avec modération, qu'est-ce qui fait qu'on peut ne pas devenir alcoolo? Alors ça, je crois que ce qui sauve pas mal, moi, dans mon cas, par exemple, c'est ma fille. J'ai une petite fille de 4 ans. Si j'arrive à la maison le soir et que j'ai trop bu, je m'en occupe moins bien, je suis moins présent. Et donc je sais pas, je dirais la maturité. Parce que soit tu le fais à la, je sais plus comment il s'appelle, soit tu le fais à la youtubeur américain, là, je sais plus comment il s'appelle. Gary Vaynerchuk, ma voilà, passion. c'est ça. J'aime trop. Voilà. Soit tu le fais à la Gary et que tu recraches, etc. Mais si tu es amateur, tu peux pas recracher, donc tu bois, quoi. Non, bien sûr. Mais moi, j'adore manger aussi. Donc quand tu manges et tu bois, c'est pas pareil. Et que tu as du temps. Il faut pas aller trop vite. Du temps, bien sûr, bien sûr. Ouais. Donc la roadmap, je la comprends. Comment tu t'entoures? Tu rencontres Jean-Luc, donc tu vas m'expliquer. Jean-Michel, pardon. Jean-Michel. Comment tu le rencontres? Qui est donc le sommelier, enfin qui est le sommelier, qui est le donc meilleur du monde. Explique-moi sa rencontre. Voilà. Donc tu as cette idée. Donc tu sais que tu vas la transformer, en entreprise. Maintenant, il faut que tu t'entoures en fait. Exactement. Donc il y a plein de choses. Je suis très nul en vin et j'ai aucune crédibilité. Donc je sais qu'il faut que je m'entoure de quelqu'un sur qui je vais pouvoir dire c'est lui qui choisit, ou elle d'ailleurs.
Donc je rencontre plein de gens, des œnologues, des sommeliers, des experts, des je sais pas quoi, des auteurs, et je me trouve confronté à des gens très chiants, très encyclopédiques, aucun plaisir, mais une technique incroyable. Je me dis c'est pas du tout comme ça que je vois le petit ballon. Le petit ballon, c'est convivial, c'est sympa, on a envie de boire, on a envie de manger, on a envie d'être bien, et donc il me faut quelqu'un avec ces valeurs. Et à un moment, comme la tâche était difficile, je me suis dit, je vais trouver un mec ou une fille sur qui je vais pouvoir un peu survendre ce truc. Mais je me suis dit que voilà, il fallait un truc vrai, il fallait un truc authentique pour que ça puisse marcher. Donc très honnêtement, je trouve personne, et très honnêtement, je me dis sans cette personne-là, ça ne marchera pas et je peux pas le monter. Et donc à un moment, je suis presque résigné à ne pas le lancer, avec une grande tristesse, en me disant je le lancerai quand je trouverai cette personne. Et j'étais dans un autre incubateur, l'incubateur d'Audencia. Non, c'est pas Audencia. Putain, je me rappelle plus, l'enfer. Bon, c'est un truc comme ça. C'était trop bien, trop bien. Super équipe aussi, complètement différente. Et j'étais avec un autre projet dans le vin qui était un fonds d'investissement dans le vin en Suisse avec des super bouteilles, je sais pas quoi. Et le mec, on est très très potes, on bosse beaucoup ensemble. Je sais pas, il avance sur son projet. Et un jour, il m'appelle, il me dit Martin, écoute, j'ai pas eu mon agrément de l'autorité des marchés financiers. En revanche, j'ai quelqu'un de ouf pour toi à te faire rencontrer. C'était le sommelier qui choisissait les bouteilles pour notre projet. Il s'appelle Jean-Michel Deluc. Voilà. Je lui dis ok, c'est qui ton Jean-Mich? Il me dit l'ancien chef sommelier du Ritz. Je me dis cool. Du Ritz? Ouais. Il me dit c'est vraiment un bon mec. Même. Et très bien. Bon, je prends rendez-vous avec ce Jean-Michel Deluc. J'avais aucune idée de qui ça pouvait être. Et j'y croyais plus, en fait. Je croyais plus trouver un mec sympa dans le vin. Et finalement, à Villiers, j'ai rendez-vous avec un mec, ce Jean-Mich, à une heure précise. Je le vois de loin. Je me dis, putain, si c'est lui, c'est la folie. Et déjà, il a l'air trop sympa. Bonne bouille. Bonne bouille. Et vraiment un super gars. T'as envie de le prendre dans tes bras et qu'il t'explique tout sur le vin. Et on est allé boire un coup dans un petit café à Monceau, trop sympa. Et j'aurais pu passer des jours avec lui, tellement que c'était intéressant et tellement qu'il avait la passion du vin, mais surtout, encore une fois, la passion du client. En fait, autant que j'aime le client, Jean-Mich, parce qu'on l'appelle bien évidemment Jean-Mich, il l'aime peut-être encore plus que nous. Et en fait, c'était fabuleux. Il est plus âgé, il a l'âge de mon père, il est de 55. Donc il y avait un décalage de génération, il y avait un décalage de 1000 trucs. Mais en fait, avec Jean-Mich, je sais pas, on est comme cul et chemise. Et en fait, ça a été je sais pas, un coup de foudre. Ouais, un coup de foudre pour moi et que j'ai toujours. Je me suis dit, c'est bien évidemment que c'est avec lui. Et il me dit, Jean-Mich, il parle très bien, comme un mec qui a fait des grands restos et tout ça. Il me dit, t'inquiète, je te rappelle, dans quelques jours, je réfléchis à ta proposition, je sais pas quoi. En fait, un quart d'heure après, il était à peine parti, qu'il m'a appelé, il me dit, vas-y, on fonce. Et c'est une super histoire avec Jean-Mich. C'est un super. T'as pas besoin t'as pas besoin de, comme tu as 30 ans de moins, de prouver un peu justement qui tu es. Tu embarques un mec comme ça. Ouais, mais je crois que ça c'est un grand truc que m'a appris ma famille. Nous, on a toujours, quand il y avait des dîners à la maison avec mes parents, les enfants étaient toujours invités tant qu'on se tenait bien, quand on pas trop de conneries. Et, en fait, on a toujours été très mélangés à toutes sortes de gens, tout âge, toute orientation, tout ce que tu veux. Et donc non, en fait, il m'a juste prouvé qu'il aimait trop le client et qu'il était très bon en vin et il m'a dit, écoute Martin, je te fais confiance. Et il était au chômage, enfin il était. Pas du tout, non, il était, il avait quitté le Ritz parce qu'il en avait justement marre de servir des trucs incroyables et des gens qui en avaient rien à carrer. Et donc il bossait dans d'autres restos qui étaient vachement plus proches de lui. Il avait monté un bar aussi, je crois que c'était le bar de l'X,
Pareil, plutôt, c'est quelqu'un qui n'est que dans la passion. Et donc c'était trop intéressant et on s'est aimé. Ça fait 10 ans qu'on s'aime. Et 10 ans le seul point d'engueulade, c'est quand il y a un problème logistique, quand le client est pas content. Et là, il est tellement énervé, je suis tellement énervé que c'est nos seuls points de friction, je pense. C'est marrant ce que tu dis. Il en avait marre du risque parce qu'il y avait des gens qui prennent des bouteilles, enfin, grosso modo, qui prennent des bouteilles, ils en ont rien à foutre. Mais c'est vrai que quand tu vas au Ritz, c'est que tu as de l'argent. Déjà, le prix, c'est pas un problème. Ah, et puis, tu déportes le choix sur le sommelier, en fait. Exactement. Voilà. Mais autant qu'il a eu des clients bien merdiques, dont il faudrait qu'il y ait un podcast sur Jean-Michel parce qu'il a des super histoires que je vais pas lui spoiler. Mais autant il a eu des clients, il parle toujours de Lady Di et des trucs comme ça. Il dit ça a été des rencontres de ouf parce que c'était des gens qui adoraient le vin, qui adoraient discuter et il parlait des heures avec Jean-Michel et il y avait un vrai truc qui les a liés. Donc il y a des histoires dingues. Jean-Michel, c'est surtout je crois qu'on peut rester 1 an avec lui à ne faire que des dîners et à en apprendre tous les jours un peu plus sur tout. Et donc c'est vraiment cool. Donc le lancement, quelles vont être les premières étapes pour jusqu'à expédier ta première bouteille, quoi? Ça c'était assez facile. Hein. Les trucs très compliqués. Enfin, comment vous choisissez les vignerons Ouais, c'est ça. Voilà, alors, c'est ça qui est. Ouais. Alors, une fois qu'on a réglé les problèmes techniques qui ont été très difficiles, on a essayé de chercher des vignerons. Et Jean-Mich, avec tout son réseau vignerons, on pensait que ça allait être très facile. Sauf que les vignerons, pareil, il y a 10 ans, détestent le web. Et donc, ils disent, heureusement qu'on était tout petits. Et ils nous ont dit, mais bien sûr, de toute façon, votre truc, ça va exploser dans quelques mois. Je vais vous faire plaisir. Je vous envoie 50 bouteilles et c'est plié. Et donc, ils l'ont fait parce qu'il y avait Jean-Mich. Ils l'auraient jamais fait. On n'aurait jamais eu des bonnes bouteilles autrement. Et donc, voilà, le plus dur, c'est de faire comprendre aux vignerons qu'on allait être un vecteur de notoriété pour eux. Ça a été un combat, ça a duré des années. En fait, le Petit Ballon, c'est une entreprise, je sais pas comment, je conseille pas mal d'entrepreneurs. Je leur dis, nous, on n'a jamais eu la chance, ou pas d'ailleurs, j'en sais rien, de lever de l'argent, des millions de dollars pour faire une boîte qui fait 800 millions de chiffres, etc. Et on a toujours dû faire avec ce qu'on avait. C'est-à-dire pas grand-chose d'ailleurs. Et en fait, on a une progression assez lente et à un moment, je sais pas pourquoi ça explose parce qu'en fait, on a une base assez solide parce que on a prouvé aux gens, à nos clients qu'on faisait du bon travail, à nos vignerons qu'on les aimait trop et qu'on avait fait du bon travail aussi. Et donc, petit à petit, finalement, ça a super bien marché. Mais c'est une entreprise de longue haleine, beaucoup d'efforts, beaucoup de travail pour des premières années, je dirais plutôt très compliquées, très marrantes. Je regrette pas un seul jour, mais très compliquées. Compliqué dans quoi, par exemple? Tout était dur. L'acquisition client était compliquée, l'acquisition vigneron était compliquée, les discussions avec les banques étaient hyper compliquées. On n'avait pas d'argent à mettre dans ce Petit Ballon, donc on pouvait pas surinvestir. On a dû trouver des business angels qui nous ont vraiment aidés et que je remercie encore, dont Marc Ménazé que tu as eu dans la combinaison, qui nous a fait confiance. Qui nous a présenté. Personne, bien sûr. À un moment où personne nous faisait confiance, tous les business angels, les fonds nous disaient mais attendez, mais vous allez droit dans le mur les gars. Donc voilà, et donc un sentiment de putain, il va falloir ramer parce que personne croit en nous dans ce monde un peu de financier quoi. Voilà, donc je suis hyper fier du succès du Petit Ballon ou en tout cas de ce qu'on en a fait parce que je crois que c'est vraiment mérité hein. Par le travail et par beaucoup de passion. C'est quand même, encore une fois, c'est un métier où vous n'êtes pas seul, qui est, de ce que je vois, qui a l'air compliqué dans le sens où logistique, c'est des produits qui sont lourds, qui Bien sont sûr. La marge est faible. Surtout que la marge est faible, tu as la TVA qu'il faut presque absorber. Bien sûr, le vin se casse, voilà. La bouteille, c'est que des emmerdes. Ouais. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on n'est pas beaucoup à le faire. Hein. Ouais. Comment donc
comment tu arrives à envoyer ta première bouteille, en fait? Donc, je repose ma question. Ouais, bah alors, je trouve deux vignerons. Hmm. Un qui croit pas du tout en nous. Mais que tu Comment il payes, donc il s'appelait? te vend. Château Saint-Côme. Hmm. Super, super Côte-du-Rhône, incroyable. Et un autre mec, Roc de Genlis, Bordeaux. C'était quoi son appellation? Je sais pas, mais Bordeaux assez générique, mais super bon. Et lui, il croit en notre projet. Donc, deux relations de vignerons hyper différents. Il nous faut confiance, il nous envoie quelques bouteilles. On trouve un prestataire logistique qui s'appelait ADS, qui a changé 1000 fois de nom, dont le super commercial qui s'appelait Emeric Anguillard, que je salue encore une fois parce que c'est quelqu'un qui a grave cru en nous. Il a dit: je sais pas ce que tu me racontes comme connerie, Martin, avec tes chiffres. Je lui disais qu'on allait faire 17 millions au bout d'un an et demi. Il savait très bien que c'était faux. Et en fait, il a cru en nous. Il venait les vendredis aussi avec les clients. Il amenait son pâté qu'il faisait lui-même, etc. On était trop bien. Donc, en fait, il nous a juste fait confiance. C'était pareil, une vraie chance. Et donc, c'est lui qui a expédié tout. C'est lui qui a expédié tout jusqu'au mois dernier, d'ailleurs. Enfin, cette boîte, lui, est parti entre-temps. Mais donc, voilà, c'est aussi plein de super histoires amicales avec des prestats, avec des fournisseurs, avec plein de gens qu'on a vraiment aimé. Il y avait une famille, les Cochards, qui faisaient nos cartons, qui venaient aussi tous les vendredis. Il y avait un lien avec tout le monde. Ouais, très mais cool. ce qui est incroyable, c'est qu'alors, aujourd'hui, quand on va parler de communauté, s'il faut plutôt une communauté, on parle de digital, vous qui êtes quand même une boîte digitale. Mais finalement, si Jean-Michel avait 50 et quelques années, mais si tu avais 50 ou 60 ans, que vous n'étiez pas du tout dans le digital, peut-être que vous auriez fait la même chose, en fait. C'est-à-dire que tu as créé une communauté, pas forcément dans le digital, puisqu'il y avait ces vendredis après-midi, etc. Mais c'est vrai. Et que tu as digitalisé, en fait. Exactement. Ouais, Exactement. Mais c'est vrai qu'on adore. Alors après, moi, je suis en Espagne, plus loin des clients, tout ce que tu veux, mais voir les clients, c'est tellement enrichissant que ça fait beaucoup de bien. C'est pour ça qu'on lit beaucoup de tickets SAV, qu'on y répond, etc. C'est qu'en fait, le client, il a la vérité. S'il est énervé, il y a un truc qui l'a vraiment énervé. Il le fait pas gratos. S'il est content, c'est pareil. C'est hyper valorisant. Donc, beaucoup de choses à apprendre. Donc, ce côté, tu dis à un moment, ça a été galère au début, etc. Qu'est-ce qui fait que ça décolle à un moment? Parce que je sais pas. C'est une vraie question. Je crois, le seul truc que je peux te dire, c'est qu'on y a mis tellement de passion que les gens, je crois qu'ils le savaient. Et je crois qu'ils sont restés. Je crois qu'ils restent très longtemps au Petit Ballon parce qu'ils sentaient on s'est jamais foutu d'eux. Et donc à un moment ils restent et en fait le vin tu le bois avec des potes et donc ta bouteille tu vas pas la boire tout seul donc t'en parles à chaque fois à 1, 2, 3, 4 potes et en fait c'est une petite multiplication de toutes ces petites rencontres qui fait qu'à un moment il y a beaucoup de gens en fait qui sont abonnés et et c'est à ce moment-là que ça marche mais je dirais que on a une première année très dure mais très marrante en plus. On était assez jeunes avec Mathieu, notre cofondateur, on sortait tout le temps. On a vraiment rigolé, c'était une sacrée année. Et au bout de 3 ans, je crois qu'on a, je sais pas combien, peut-être 10 000 clients. Donc c'est assez lent, mais il y a quand même beaucoup de monde. Et en fait, au bout de je sais pas 6 ou 7 ans, il y a peut-être 100 000 clients. Donc c'est un peu exponentiel. La vie du Petit Ballon. Et c'est ça aussi qui est assez cool. Et je crois que c'est pour ça que on est resté plutôt simple, plutôt complètement normal, parce qu'on a connu toutes les époques. Il y a rien qui nous est tombé dessus par hasard. On n'a pas fait de 1 client à 1 million de clients en un an, ce qui aurait pu nous rendre fous, j'en sais rien. Mais voilà, tout a été acquis avec du travail, de la passion, des vraies heures de boulot, sans et en y croyant. On y a toujours cru. Et
crois. Donc vous avez toujours cru. Donc tu t'es jamais dit, ou pendant ces 4 ans ou 5 ans qui ont été très difficiles, on va faire demi-tour, on va pas y arriver, quoi. Non, jamais. Jamais, jamais, jamais. Pas un jour. Parce qu'on trouvait que notre produit était trop bien. Et pendant ces 4 ans, tu arrivais à te payer, tu arrivais ou... Alors non, j'avais eu le chômage pendant 2 ans pour monter ma boîte. Donc Mathieu aussi. Jean-Michel, il était encore consultant. Donc on a eu 2 ans où on payait personne, à part le PrestaWeb. Donc ce qui fait du bien quand même. Merci l'État français, sans qui on n'aurait pas pu faire tout ça. Et après on s'est payé plutôt très mal pendant très longtemps. Mais ça faisait partie du jeu, comme tu dis, il y a pas beaucoup de marge, il y a pas beaucoup de trucs comme ça, et très bêtement, et encore une fois, c'est vrai, c'est pas des conneries, on a toujours mis notre marge gagnée dans l'amélioration de l'expérience client, plutôt que de le mettre dans nos poches ou de la poche de nos actionnaires ou je sais pas quoi. Donc c'est voilà, cette passion du client, elle se transmet, c'est vrai, c'est pas des conneries, et quand Mais on doit vous faire le êtes, choix de tu mieux te se vois payer, quand même comme une entreprise ou tu te vois plutôt comme quelqu'un qui était passionné par quelque chose, qui a voulu industrialiser sa passion, enfin je sais pas, rendre plus grosse sa passion, peut-être, je sais pas moi, faire présenter quasiment le producteur à l'amateur ou je sais pas quoi, c'est oui, je crois. Moi, je me vois vachement plus là-dedans. Maintenant, tu vois, il y a 50 personnes au Petit Ballon. Donc, par la force des choses, on est une entreprise. Mais, oui. et avec toutes ces merdes. Mais mon truc, moi, j'ai un vrai truc, je crois plus artistique qu'entrepreneurial, ou même, je sais pas, même, j'aurais trop un resto. Je crois que ce serait mon rêve. Ça serait la catastrophe, en revanche. Mais tu vois, c'est là où je me sens hyper bien. Donc en tant que entrepreneur, j'ai plein d'idées, je suis hyper créatif. En tant que chef d'entreprise, et c'est pour ça qu'on revient au truc du tout début, et c'est pour ça que je suis pas CEO, je pense que je suis pas du tout un bon CEO. Je suis pas quelqu'un qui opère hyper efficacement. Je suis pas quelqu'un qui ait beaucoup de connaissances et de passion dans la finance. Tu vois, dans les RH, donc les relations humaines, tu me fais une relation humaine au resto ou une relation humaine, faire un entretien individuel de fin d'année, je crois qu'il y a à peu près rien qui me fait plus chier. Mais si on va boire un café avec un des gars du Petit Ballon pour parler de ses problèmes, ça je suis le premier ici, tu vois. Donc voilà, je pense que je suis pas du tout un super chef d'entreprise. Et justement, quand à un moment tu vas voir Marc et vous devez lever de l'argent, ça te fait chier, ça? Il faut le faire, quoi. Pourquoi vous levez de l'argent déjà? Je sais pas. Très honnêtement, je sais pas. Parce que c'est un espèce de truc, là, ça c'est mon passage, EM Lyon, incubateur d'HEC, je sais pas quoi. On a l'impression que c'est un peu un truc obligé, pour exister, pour je sais pas quoi. Alors oui, c'est un vrai accélérateur de notoriété à un moment. Oui, ça m'a fait rencontrer des gens ouf. Marc, il m'a vachement aidé tout au long de ma vie entrepreneuriale. Je bouffe avec lui la semaine prochaine. Je l'ai à peu près au téléphone, je sais pas, une fois par semaine. Il n'y a pas une grande décision que je prends entrepreneurialement ou financièrement sans en parler à Marc. Donc pour plein de trucs, il y a des super bonnes raisons. Mais la raison principale, on n'a pas forcément besoin d'argent. Mais c'est comme si on avait été poussé là-dedans. Non, mais Et à un moment, on se dit, on va lever de l'argent, et en fait, j'ai tellement de refus que je suis trop vénère et qu'il faut que je trouve quelqu'un qui accepte juste pour l'ego du Petit Ballon. Mais encore une fois, j'ai du mal enfin, on a l'impression que quand on parle d'entreprise, tu vois, moi, encore une fois, je reviens aux startups que j'ai vues, les mecs qui sont, alors, la preuve, c'est que le succès, vous l'avez, et finalement, mais on dirait que tu es passé par des chemins différents des autres. Comment t'expliquer? On parle d'argent. Ouais, déjà, moi j'ai un chemin beaucoup plus long que les autres. Oui. Moi, les boîtes qui se montent en même temps que moi, elles ont eu des succès beaucoup beaucoup plus rapides, souvent beaucoup beaucoup plus gros. Bon, il y en a aussi plein qui se sont plantés, hein, mais je préfère voir ceux qui ont bien fonctionné. Et voilà, c'est différent.
j'ai une vie hyper différente. Non, mais quand je te pose la question, pourquoi tu as du succès, tu me dis, je sais pas trop en fait. Pourquoi tu lèves de l'argent? Non, le succès, je pense que. Après, tu l'analyses, évidemment. On pourrait aller plus loin, je mais pense bon. que c'est Là. vraiment du travail. Mais pourquoi je lève de l'argent? Vraiment, c'était un peu pour exister dans la scène start-up, tu vois. Ouais. Et en fait, on a toujours été une start-up chelou. Je comprends même pas comment. Ouais, là, chelou, cherchez le dire terme. qu'on était start-up parce qu'on n'a rien d'hyper technologique. On était juste des jeunes et encore avec Jean-Mich, la moyenne d'âge augmentait un peu, mais voilà, je sais pas pourquoi on s'était foutu là-dedans dans ce truc de start-up, mais qui m'a toujours allé, hein. Mais quand je vois des vraies start-up, je sais pas, des vraies start-up, je peux pas dire ça, mais ou des gens comme il y avait Mathilde Collin par exemple de Front. Ouais. Très bien. Ouais. Je suis hyper admiratif de ce qu'elle a fait, qui était venue au bureau du Petit Allemand, qui était un bordel sans nom, nous présenter son produit. Ça, pour moi, c'est une vraie start-up. On ne comprenait même pas ce qu'elle faisait. On était là, elle nous montrait des lignes de code, elle nous montrait qu'on pouvait changer notre email en je sais pas quoi. On était là, on n'a rien compris, mais on t'adore. Et voilà, tu vois. Donc je me suis dit, c'est à ce moment-là que je me suis dit, pour moi, pour moi, une start-up, c'est très technologique, ça va très loin, ça répond à des usages où on n'a même pas encore pensé au truc. Nous, on a à peu près rien inventé. Même le club du vin, ça existait, ça s'appelait Savour Club. C'est toujours, oui. Très bien, ouais. dans les journaux et tout ça. Donc on n'a rien inventé, on a modernisé que de l'existant. Ouais. Pour revenir sur le petit ballon pur, le business model, c'est quoi? Alors maintenant, il y a beaucoup de choses. Donc il y en a 3, je crois, à peu près. Ouais, l'abonnement, ce qui est majoritaire. Donc l'abonnement, c'est ceux qui s'abonnent pour eux, ceux qui l'offrent en cadeau. On a le e-shop, donc le e-commerce hyper standard. Donc c'est j'achète ma bouteille, point. Exactement. On a le retail. Alors retail, c'est pas mal de choses. C'est les boutiques. On a 2 boutiques et on pense ouvrir une nouvelle forme de retail assez vite. Alors toujours pareil, pour retrouver ce vrai lien avec le client, parce qu'on adore ça. Et le retail B2B2C, c'est-à-dire que on vend la marque à des grands retailers, par exemple Monop, qui va utiliser notre nom, notre sélection, nos outils pour mieux vendre leur vin. Et la carte cadeau ou la box, non? Ouais, carte cadeau, je le mets dans l'abonnement. D'accord. Ouais, l'abonnement, c'est box pour soi et box cadeau. Bon, enfin, en tout cas, ça a été compliqué au début, mais ce qu'il y a de cool avec l'abonnement, c'est que le premier du mois, tu sais grosso modo le chiffre que tu fais. Après, plus ou moins. Hein. Je suis quasi sûr de faire le montant des abonnements, quoi. Mais oui, bien sûr, et quasi toute l'année. C'est des gens qui restent beaucoup. Combien de temps reste un client à peu près? Un client qui s'abonne pour soi, c'est plus de 2 ans. Il y en a qui sont là depuis plus de 10 ans. Hein. Non, c'est incroyable. Oui, puis en plus l'avantage, c'est que même s'il a pas à la fin du mois, il a pas terminé ses 2 ou 3 bouteilles, elle reste, quoi. Bien sûr, il y a un petit autocollant du petit ballon dessus, donc il sait toujours que c'est ça qu'on lui a vendu. Celui du cadeau, si je t'offre 3 mois, il y a plutôt peu de chances que tu reviennes toi avec ta carte bleue. Il y a plutôt plus de chances que toi tu dis c'était un bon cadeau, je vais en refaire un cadeau. Donc c'est un business qui est différent. On n'a pas du tout les mêmes attentes de nos clients. Ils vivent la même expérience, mais ils la vivent super différemment parce qu'ils n'ont pas mis leur carte bleue. Là, vous avez ouvert un peu au whisky, à d'autres alcools, les spiritueux. Ouais, ce qu'on aime, c'est l'apéro en général. D'accord. Tu pourrais ouvrir à d'autres, je sais pas, au fromage, la bière. Le fromage, c'est peut-être un peu compliqué, là, non? Non, on veut s'y mettre. On veut, alors, spiritueux, ça c'est sûr, parce qu'on adore ça. Bière, ça c'est sûr, parce qu'on adore ça. C'est un énorme marché aussi. Donc ça, c'est les trucs certains. Et ensuite, tout ce qui est un peu finger food, donc des trucs assez faciles à envoyer. Je sais pas, des conserves d'anchois, des olives, des trucs comme ça. Voilà. On veut que tu aies un super moment d'apéro. Et l'étape d'après, c'est est-ce qu'on sait envoyer du fromage, des saucissons, des charcuteries. Là, vous êtes qu'en France? Ouais, et on ouvre cette année à plein de pays. Enfin. C'est encore confidentiel ou c'est Non, pas du tout. Alors qui?
Alors, on ouvre l'Espagne, on ouvre Forcément. l'Angleterre, on ouvre l'Allemagne, la Suisse, l'Italie. Donc ça, c'est... Le petit on va ballon tout mettre- court dedans? Ouais, c'est ça qu'on est en train de... Tout est en train d'être décidé maintenant. Donc là, on s'occupe d'abord des douanes, des logistiques, des trucs comme ça, ce qui est la partie la plus compliquée, des accords avec les fournisseurs vignerons, et ensuite la partie market. Donc dans l'année, on aura beaucoup de pays, et en plus, on aura aussi des livraisons possibles dans d'autres pays européens sans avoir une de base là-bas ou de trucs comme ça. Juste avant de passer à la revente, enfin, là, il y a la vente et la revente d'ailleurs. Juste avant de passer à la revente, quel est le critère de sélection pour avoir une bouteille chez vous? Il faut que ce soit bon. Il faut que ce soit bon. Goût plus que prix? Oui. Ah Prix, oui, c'est pas le peur, prix, ouais. on le sait pas. On sait, et il faut que ce soit bien travaillé. Faut que la terre soit bien travaillée. Donc on ne demande pas un label bio. On demande juste que ce soit raisonné, par exemple. Donc C'est-à-dire? qu'on n'a pas mis des intrants chimiques dans toute la terre. Il faut que ce soit un beau travail. Il faut que le vigneron aime sa terre. Pas d'app mobile. Si, mais ça c'est toujours pareil. On a monté une app qui est tellement pourrie qu'on referme à chaque fois. Et là, on a enfin recruté un super développeur d'app, Jérôme, qui vient d'arriver et qui va faire en sorte que pour nous, tous nos clients, aient une expérience app incroyable. Et j'espère ça d'ici plutôt peu, je dirais décembre. Il y a ça quelques jours. Une app comme Vivino, c'est quelque chose que tu pourrais, c'est admiratif? Ah, admiratif, parce que déjà, ils arrivent à faire quelque chose de moderne dans le vin. Alors, juste pour ça, je suis admiratif. En plus, j'avais fait une super conf avec le CEO, qui était un mec incroyable. C'est trop bien, mais c'est pas du tout c'est pas du tout les gens qu'on va chercher. Mais ils ont une base, des données dingues. Ils ont une reconnaissance. C'est d'où? C'est de quelle origine cette boîte? Copenhague. Danemark, ouais. Ouais. D'accord. Et ils ont un énorme bureau aux US. C'est là d'où ils lèvent leur centaines de millions de dollars. Mais c'est une super boîte. Tu peux me donner quelques métriques? Alors, j'ai quand même trouvé, vous publiez vos chiffres d'affaires, donc 20 millions d'euros en 2020. Ouais, je pense 26 millions en 2021. Ouais. C'est une sacrée boîte quand même. Hein. C'est une sacrée boîte. Ça t'étonne? Je sais pas. Tu vois, c'est toujours pareil. Et c'est là où je suis aussi un peu double. Et je trouve que c'est énorme. Et en fait, on est tellement dans un environnement où on entend tellement de boîtes qui bon, c'est plutôt qui valent des milliards plutôt qu'ils valent des milliards. Mais je trouve qu'on voit tellement de tout que je sais pas trop où me situer. Je me situe je suis très content d'être ici. Mais je trouve ça et pas beaucoup et énorme quand je vois les boîtes de mes parents ou de mes grands-parents qui n'avaient pas du tout ce même rapport au chiffre d'affaires ou je sais pas quoi, qui regardaient que le résultat, que les bidas, que les choses comme ça. Voilà, c'est très bizarre, mais non, mais le fait de faire du chiffre et d'avoir des collaborateurs et etc. Ça donne de l'aisance quand même. D'après ce que je comprends, t'aurais fait 1 million ou 50 millions sur ta passion, sur ta façon, ça aurait pas changé grand chose. Non, et d'ailleurs, j'espère faire 50 millions ou 100 millions ouais. et avec vibrer pareil, cette passion intacte. Mais donc voilà, est-ce que ça m'étonne? Non, je trouve qu'on a vachement bossé pour ça. On a eu sûrement beaucoup de chance, on était là sûrement au bon moment, mais on a fait plein de choses bien aussi pour y arriver. Je crois qu'on a toujours respecté tout le monde dans cette filière du vin, et le client et celui qui le vend, le vin, et ça nous a aussi beaucoup servi. Parce qu'un vigneron, ça parle beaucoup. Si un jour tu lui fais un coup fourré, il va le dire à tous ses potes, et tu auras plus de vignerons qui vont travailler avec toi. Ouais. Et je crois que ça nous a aussi toujours servi de
Donc pour revenir à là, moi 26 millions, très honnêtement, je m'en fous. Quand je vois qu'on est 50, là je me dis là ça commence à faire du monde. On a des gens maintenant, on spécialise les gens, je trouve ça dingue. Avant on prenait un mec ou une meuf qui savait absolument tout faire. Maintenant on dit on veut que celui qui sait faire ça. Et je trouve ça. Et puis je trouve surtout, ça un peu dingue. quand tu commences à avoir du chiffre et de l'argent, tu peux aussi, parce que quand tu prends quelqu'un qui fait 1 milliard de choses, en général aussi tu la payes pas, tu peux pas Bien la sûr, payer, voilà. exactement. Mais quand tu prends ton développeur qui est hyper top, peut-être pour sortir ton app iOS, et tu vas prendre le deuxième pour Oh prendre là l'autre là, Android, bien sûr, c'est t'as que le raison. mec, tu peux lui donner ce qu'il a envie pour prendre, Bien bien sûr. sûr. Ouais. Ça c'est cool. On arrive à la revente. Juste avant d'arriver à VP, justement, vous avez Wonderbox qui rentre au capital. Ouais, super bien. Alors justement, Pareil, tu là vois, on j'ai va bouffé parler. avec Fabrice, le DG de Wonderbox, Mmh. vendredi il y a 2 semaines. Et donc c'est toujours pareil, c'est des gens. On a toujours créé des liens très forts, je crois, avec tous ces gens du petit ballon. Mais On ça n'a parlait pas de fonctionné marque, on avec parlait de lui, fabrique. non? Non, enfin oui et non. On avait dans l'idée de vendre beaucoup plus de cadeaux grâce à leur système de distribution. Ça Mmh. a pas marché. Mais toujours pareil, on a appris plein de trucs avec Fabrice, on en apprend toujours aujourd'hui. Donc pour ça, c'est pareil, on est hyper content. Et après, donc on arrive en 2017, où là, donc les équipes 20 du petit ballon et de vente privée se parlent. On se rend compte qu'on a exactement la même stratégie, clients, vignerons, etc. Donc là, tu étais déjà client vente privée. Vous Non, pas passiez. du tout. Non, Comment tu le mais rencontres et, ouais. c'est sur un salon de vin. D'accord. Et on s'entend hyper bien avec Emmanuel qui était et Paloma qui étaient un peu les deux responsables de la business unit food and wine comme ils appellent ça, non food and beverage. On s'entend très bien, on a les mêmes, ils font que boire que bouffer, vraiment super relation. Et en fait eux décident de parler à Jacques-Antoine Grandjean en leur disant on a trouvé le futur du vin. Donc très bien, tout commence un peu là-dessus. Moi j'arrive chez les ventes privées, il y a Jacques qui passe, il me dit ah c'est vous le futur du vin, je te ouais, vas-y. Et donc on a fait pareil, des super rencontres avec Jacques. Il est bonnard. Il est fabuleux. En plus moi dans mes idoles entrepreneuriales. Il a l'air bonnard avec, enfin il a une dégaine déjà. Il a une super dégaine, il a beaucoup d'une grande passion artistique. Ouais, tu vois, il a beaucoup de choses. Et en fait, c'est un mec, c'est pareil. C'est un mec hyper simple. Et franchement, il pourrait bosser au petit ballon, Jacques. D'ailleurs, on serait hyper content s'il veut changer de boulot un jour, qu'il vienne chez nous. C'est un super gars qui, il a, malgré son emploi du temps de surministre, il nous a toujours donné du temps. C'était du temps incroyable pour moi parce que c'est comme, je sais pas, Stéphane de foot et quand met avec Platini, tu vois, tu dois être trop content. Bah moi, j'ai toujours été quand même fan d'entrepreneuriat. On en parlait, mais tu vois, mais j'ai toujours adoré les boîtes, en plus de cette musique, en plus de plein de choses. Mais donc voilà, j'étais hyper content. Et on décide de faire un gros truc ensemble. Ça c'est pareil, ça n'a pas marché pour 1000 raisons qui ont rien à voir avec ni le petit ballon. Donc là, il rachète la boîte. Il rachète la majorité du capital. D'accord. Ils deviennent majoritaires. Et ça, vous posez pas de questions. Enfin, il te fait un chèque que tu peux pas refuser. Ouais, ça c'est une histoire d'argent. Hein. Il te propose un chèque, tu te dis bah oui, c'est cool, ça sécurise beaucoup de choses de ce que j'ai fait pour ce petit ballon. À l'époque, on pense que c'est une super idée pour tout le monde. Pour nous, bien sûr, mais on pense toujours à nos clients, on pense toujours à nos fournisseurs, on pense toujours à tout le monde. Et tous ces gens... C'est un gros truc chez eux, le vin. Hein. Ouais, exactement. Et tous ces gens qui viennent nous chercher, il y avait un directeur de BU, ils sont tous virés. On ne sait pas trop pourquoi. BU mais business unit de vin, là, justement. D'accord. Donc, tous ceux qui s'occupent de leur vin. Il y a un énorme changement. Tout le monde se fait virer. Et donc, on se retrouve avec une équipe qu'on ne connaît plus. Et donc, c'était pas du tout l'équipe qui était venue nous chercher. C'est l'équipe qui arrive avec plein d'autres problématiques, avec plein d'autres trucs à gérer. Et donc ça n'a jamais fonctionné. Donc, on s'est aimé. Un amour très très platonique qui a servi à pas grand chose, mais et toi le fait de diriger la boîte à l'époque et d'avoir un actionnaire majoritaire,
sur ton job, ça n'a rien changé, quoi, en fait. Non, rien changé. Ils ont jamais pris une décision pour nous. Ils nous ont jamais forcé à rien. D'accord. Non. Donc, moi, ma vie, elle a absolument pas changé du tout. Mais vous Ce qui étiez, était très cool. Hein. mais vous étiez, c'était quoi le deal avec Ouais, ils étaient censés nous racheter tout au bout de quelques années. et en contrepartie, tu faisais sur vente privée, il y avait quoi alors? Vous Alors, occupiez de la 100% du vin? ouais, non, Mais non. Mais oui, c'est un gros faiseur de vin en plus, hein. Ouais, je sais pas combien ils faisaient beaucoup de chiffres. Ouais, Mais, ouais, c'est un des plus gros, non, je crois. on avait de la place. On avait de la place chez eux. Ce qui était D'accord. bien. Hein. Donc ça nous a permis d'acquérir des clients, ça nous a permis plein de choses. Mais on n'a jamais pu mettre en place notre super projet. Et donc c'est ça qui était un peu con. Mais bon, c'est la vie. C'est la vie des affaires, des mariages, tout ce que c'est un mariage qui n'a pas fonctionné. Et donc je sens qu'il est temps de partir de vente privée. Et Jacques me le dit d'ailleurs très clairement. Et donc je me suis dit attends, Jacques, ne nous cherche pas un nouvel actionnaire. Tu l'appelles Jacques? Ouais, bien sûr. D'accord. Et j'ai le droit de le tutoyer même. Ah. Trop de chance. Ouais. Et je dois faire une super bouffe avec lui d'ailleurs. J'espère qu'il a pas oublié. S'il écoute la combinaison, Jacques, n'oublie pas à ce bon déjeuner que tu me dois. et en fait, donc je décide de chercher un nouvel actionnaire pour le petit ballon. Et j'ai quelques pistes. En fait, je sais plutôt assez bien qui j'aimerais. Donc je rencontre ces gens, ça marche super bien. Et complètement par hasard, je rencontre quelqu'un d'exceptionnel, Jean-Alexandre Manchès, donc qui va devenir notre nouvel actionnaire majoritaire, qui est quelqu'un de jeune, il a 40 ans, il a une énorme boîte de logistique, il a des vignes, il a des restos, il peut passer 6 heures à table sans broncher, sans regarder son téléphone, donc on se dit attends, on va trop bien s'entendre. Et donc on s'entend hyper bien et on décide de choisir non pas la meilleure offre financière pour nous, mais celle qui nous paraît la plus dans nos valeurs. Et donc on choisit donc Jean-Alexandre qui représente sa famille. Donc c'est une boîte qui s'appelle BMW et une holding qui s'appelle la Cogip. Et donc on passe que des bons moments. Et donc ça fait depuis janvier dernier qu'on est ensemble et depuis janvier dernier qu'on a 1000 autres projets. Donc ça va être, on est hyper content, c'est un super choix pour tout le monde. Encore plus pour nos clients parce que Jean-Alexandre il veut faire du petit ballon un truc encore plus dingue que ce que l'était. Il nous apporte beaucoup d'expérience, beaucoup d'idées et Dieu sait que des idées on en avait. Des possibilités d'expansion, c'est grâce à lui qu'on va plus vite à l'international, c'est grâce à lui qu'on a recruté un plus gros DG. Donc tu vois, c'est Olivier qui est arrivé chez nous là en juillet, donc quelqu'un qui a plus de 50 ans, plein d'expérience, mais cette âme d'enfant, musicien aussi, mais ça rien à voir, théâtre, un mec très marrant. Donc voilà, c'est un petit ballon différent. Toujours les mêmes valeurs, toujours les mêmes fondements, mais qui peut aller plus vite. Tu fais toujours les vendredis après-midi? Non. Là, tu vois, là, je l'ai fait. Là, on est vendredi, et là, je l'ai fait avec un de mes meilleurs potes. Non, mais ça se fait plus au petit ballon. Il y a plus dans les boutiques, tout ça. Non, mais ça, je crois que c'est. Mais non, mais tu sais, maintenant, après. Ouais, c'est compliqué. Je pense qu'on. Non, il y a quand même un vrai truc avec l'alcool. On buvait quand même beaucoup. Il y a un truc qu'on n'aime plus avec l'alcool qui fait peur, qui je sais pas quoi. Tu vois, déjà au volant, c'est compliqué. Ce serait presque mal vu. Ouais. Mais donc on le fait plus. Si j'étais resté à Paris, peut-être. Mais tu le dis avec une certaine nostalgie. Ah, mais j'adorais ça. J'adorais ça. Mais autant que j'adore aussi me concentrer aujourd'hui sur mes super potes et ma famille, tu vois. C'est des moments. Donc dimanche, et dimanche, là, tu es à Barcelone. Tu as des potes qui vont venir manger à la maison? J'ai ma famille là, qui viennent de France, des familles, des potes. Et j'ai une femme, attends, j'ai de la chance. Je pense que j'aurais pas pu me marier avec une autre personne. Elle est espagnole? Non, elle est française, mais tu vois, elle a autant cette passion que moi
recevoir, faire bien bouffer, que les gens se sentent bien, que les gens boivent, mangent, tu vois, repartent en se disant j'ai passé un super moment. Donc c'est Enfin, de toute façon, d'après ce que j'entends, au tout début, quand tu l'as rencontrée, si elle te disait attends, recevoir du monde à la maison, ça me fait chier, tu n'aurais pas pu rester avec elle. ça aurait été compliqué. Ouais, voilà, Ça aurait ouais, été compliqué. c'est bien. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Ouais. Mais je pense elle avait le même truc aussi. Hein. Ouais. Ton rôle aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais de tes journées? Alors là, je fais beaucoup de SAV en ce moment, parce que c'est Noël. Mais sinon, mon rôle, c'est vraiment d'impulser des idées. Je crois que ma seule grande force, c'est d'avoir plein d'idées. Et avec la maturité, c'est faire un peu moins de choses, mais de les faire un peu mieux. Pour le petit ballon, donc tu vois, aller plus au fond d'une idée, essayer d'impulser des trucs. Et maintenant, c'est comment faire en sorte que plus de gens pensent au petit ballon, plus de gens achètent le petit ballon, plus de gens puissent se servir de l'image du petit ballon. Donc on veut aussi aller voir les cafés, hôtels, restaurants, tu vois, pour les aider à faire une nouvelle carte, à leur donner des facilités de paiement, des facilités de stockage, des facilités de construction. Vous faites de du pro cartes, plein déjà? d'outils. Non, là on va commencer. D'accord. Donc voilà, c'est faire, je sais pas, respecter, c'est pas le mot, mais bien faire comprendre la vision du petit ballon à chaque nouvel entrant, le répéter. Mais tu sais, moi, ma femme, même moi, j'ai tenu un restaurant pendant des années. Ma femme a un restaurant. Tu sais, monter un trop restaurant, bien. voilà, monter un restaurant quand tu quand tu sais cuisiner, mais que tu connais pas forcément le vin, c'est compliqué de monter une carte. Et la plupart du temps, qu'est-ce que tu fais? Je sais pas si ça se passe comme ça dans les restaurants que tu fréquentes où tu vas avoir comme client. En fait, c'est le brasseur derrière ou quelqu'un Bien qui va sûr. te faire le truc. Mais en fait, il le fait en fonction de ses marges, de ce qu'il a envie de vendre, Bien etc. sûr. Et C'est nous, on veut voilà. casser tout ça. On Et n'aime voilà, pas c'est ça. ça. Ouais. Ouais, parce qu'on pense pas aux clients et donc ça m'énerve. Et j'ai trouvé un truc d'ailleurs, une phrase, un des slogans de publicité que j'avais adoré à l'époque et qu'on retrouve aujourd'hui. À l'époque, c'était Total qui mettait vous ne viendrez plus chez nous par hasard, parce que Ah c'est vrai que ouais, la c'est son cool service, ça. voilà. Et j'ai trouvé sur votre site, vous ne choisirez plus votre vin par hasard. C'est Ah ouais, vraiment ça en fait, hein. c'est vrai. Et j'avais jamais fait le lien, alors que bien évidemment, ça me paraît évident ce que tu dis. Et je me rappelle très bien de ce slogan qui était super bien. Ah ben Donc oui, oui, tout à fait. tu vas quand tu n'as plus d'essence, s'il y a Total, il y a Total quoi. Bien sûr, exactement. Ouais. Ouais. C'est vrai qu'aussi, ça m'est arrivé plusieurs fois au supermarché qu'une fille me dise vous pouvez m'aider à choisir le vin. Ah ouais, C'est bien une affaire sûr. d'homme, le vin, C'est justement? tellement dur. Bon, non, plus maintenant. Maintenant, les femmes, elles Non. sont beaucoup plus. En fait, elles savent bien plus de choses. Elles ont beaucoup plus travaillé. L'homme, il croit toujours savoir, mais il ne sait souvent bien moins sur le vin que les femmes. Alors ça, c'est un truc qui est évident. Hein. Et c'est une affaire. Alors, même si. Alors, toi, tu es dans un pays qui est gros producteur de vin aussi, comme l'Italie d'ailleurs. Bien sûr. Est-ce que c'est aussi une histoire de France, le vin? C'est quelque chose. Ah oui, ça c'est évident. Ouais. Ça c'est évident que c'est hyper lié. On a des super terroirs, on a de super histoires. Ouais, c'est sûr que c'est un super pays pour le vin. Ça va très loin. L'Espagne, l'Italie, non, et surtout les US, c'est beaucoup plus récent. Alors, les US de ville, parce que les US des campagnes, ça reste peut-être encore la bière. Non, je disais les régions de production, tu vois, la Napa, Ah oui, les trucs pardon. comme ça. Ouais. Non, bien sûr. Ouais. Par contre, Donc, dans les villes, effectivement, dans les grandes villes, à New York, San Francisco, ouais. le vin est, même on le voit dans les séries télé, quoi. Elles ont toutes du vin, quoi. Ça c'est clair. Ouais. Je pense qu'on a quasiment fait le tour. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Bah non, que je suis ravi de parler de ce petit ballon, ravi d'avoir été invité. Tous ceux qui veulent m'inviter à bouffer, bien sûr, vous m'envoyez un mail à martin@lepetitballon.com. Voilà, toujours prêt à discuter de tout, musique, entrepreneuriat, vin, voilà. Alors, avant de passer aux questions perso, Bien sûr. tu dis que tu fais beaucoup de chat ou de SAV. Ouais. Vous êtes, donc tu me parles de 26 millions, vous êtes 50 personnes. Pourquoi tu le fais en fait? Tu peux avoir quelqu'un qui le fait pour toi. C'est pour être proche du Déjà, client. on a une grosse équipe Ouais. qui le fait et qui le fait très bien, que je remercie Mais encore. tu le SAV niveau 2 ou tu pourrais être directement sur le site, je te contacte direct, quoi?
Oui, alors non, même là, je suis en train de passer mon niveau 2. Donc je suis ticket hyper basique Ouais. et chat. Et Salut d'ailleurs, non, Martin, allez, j'ai pas reçu ma bouteille. exactement. Mais pourquoi Je tu le trouve fais en fait? pas. Bah, parce qu'en fait, je sais pas combien je traite de messages. Tu vois, t'en traites peut-être 20, allez, 10, 20 par jour. En Hmm. fait, dans les 10, 20, t'as un bruit de fond. Qui te dit ce que tu fais c'est bien, ce que tu fais c'est pas bien, où il y a un vrai bug, tu vois. Et je crois que ce que je sais faire, c'est aussi prendre pas mal de recul sur ces tickets. Et quand t'es dans la pure réponse client, en fait, t'es tellement dans le jus que tu penses pas à dire, putain, ça fait 20 fois qu'on me dit que je vois pas l'adresse de livraison de la carte cadeau. Et ben en fait, on va voir le mec de la technique, on va voir Laura qui fait l'UX et dis-lui en fait mets-moi un truc en énorme qui clignote pour plus qu'on ait ces tickets. Donc je crois qu'on amène un peu plus de cerveau frais pour mieux répondre à ses clients. Donc c'est pour ça que je le fais. C'est un bruit de fond et positif et négatif. Hein. Alors c'est une expression que je vais te piquer, je pense, bruit de fond, parce que c'est vraiment ce que je fais moi aussi dans ma boîte. C'est-à-dire que je pense que le fait d'être proche des tickets, proche des problèmes, proche de ça, c'est important parce que ça nous permet. Je pense que c'est en restaurant, on parlait d'un restaurant. Je pense que le chef, quand il sort de sa cuisine à un moment quand il a terminé pour dire comment ça s'est passé. C'est important que le client en face, dans ses yeux, il voit que c'était bon, que c'était pas bon, Bah, voilà. bien sûr, et les gens ils sont trop contents en plus de le voir. Ouais. Et la deuxième des choses, tu me fais penser. Alors j'ai reçu quasiment 2 personnes de la même entreprise. Jean-Noël Guyot, qui avait monté Captain Train, Ah, trop bien. Ah bah, Trainline. chef, ça c'est fabuleux. Là, tu vois, leur livre, c'est un des livres que j'ai d'un Eh bien de justement, chevet, quoi. alors il est assez rare sur les podcasts, j'ai de la chance de l'avoir. C'est Jonathan Lefebvre, donc l'obsession du Alors, service Jonathan client. Lefebvre, ouais, je l'ai, là, tu vois, je suis devant mon ordi, donc il est dans ma barre de favoris quand même. Hein. Bah écoute, j'ai fait un super épisode avec lui d'ailleurs. Ah, trop bien, je l'ai pas vu. Ouais, Trop bien. il y a un moment déjà. Et effectivement, c'est le détail. Et alors il dit plusieurs choses d'ailleurs dans le bouquin. Enfin, tu l'as lu de toute façon. C'est le détail. J'adore. C'est aussi, et c'est ce sur quoi nous on travaille tout le temps. Et je pense que de ce que tu aujourd'hui tu le fais, c'est que il dit une phrase. Il dit le bon service client, c'est un service client qui n'existe pas en fait. C'est-à-dire que Exactement. t'as vraiment, si tu as toutes les réponses sur le site, t'as pas besoin d'avoir un truc, voilà. Exactement. Et vraiment d'écouter. Et c'est pour ça que chez Trainline, pas chez Trainline, Ouais. chez Captain Plein de Train, train. chacun peut passer une semaine par mois à changer les postes pour bien s'imprégner, comme tu dis, de ce bruit de fond qui est un terme qui Exactement. résume vraiment les Exactement. choses, quoi. Voilà. Ouais. Question perso. Bien sûr. Euh, dans le Qui sommes-nous, vous écrivez le petit ballon, c'est comme une boîte à vin pour novices ou expérimentés, tout en ne se prenant pas au sérieux. Mhm. La question est presque obsolète maintenant parce que tout ce qu'on vient de dire, c'est ça. J'allais te poser la question. Est-ce que quand tu vois ta vie, tu t'es marré? Mais je pense que Ah la oui, alors réponse, tu ça, viens de le oui. dire, quoi. Ah bah, ça, c'est sûr. Et ça, Ouais. vraiment, ça, c'est mon moteur. Si je Ouais. me marre pas, il faut que je change quelque chose. Ça peut être perso, pro, si je me fais chier au boulot, et j'arrête le petit ballon, je fais autre chose. Dans ma vie, je change de pote, de femme, ce qu'il faut, mais en tout cas, c'est le plus important, c'est vraiment de se marrer. Donc, on peut dire, le jour où si un jour tu vends le petit ballon et si un jour tu as une proposition de DTZ pour retrouver, c'est non direct, quoi. Ah, ça c'est sûr, ça c'est sûr. Voilà. Pourquoi Barcelone? Ça, c'était un truc avec ma femme. On avait décidé on voulait quitter Paris. On en avait Hmm. marre. On était dans ce super petit appart à Montmartre. On était trop bien. Mais voilà, on voulait plus de soleil, un truc plus grand, un truc complètement différent. Moi, je viens de Lyon Hmm. et je voulais pas retourner à Lyon. Elle vient d'à côté de Toulouse et elle voulait pas à côté de Toulouse. Donc, il fallait qu'on trouve un peu autre chose. Il y avait 1000 possibilités et comme pas mal de décisions dans nos vies, on l'a prise, on sait pas pourquoi, un coup de tête, n'importe comment, et souvent ça nous réussit. Tu fréquentes des Français là-bas un peu? Ouais, beaucoup. Surtout que je Ouais. parlais pas un mot d'espagnol au début, donc j'avais pas beaucoup de Il y a choix. j'avais reçu, alors il est à Barcelone, j'avais reçu, alors maintenant il l'est plus, c'était l'ancien co-dirigeant de Superprof. Tu vois qui c'est Ah, ou je connais pas? pas. Non? Non. Je me souviens plus de son Mais il nom, y a je des crois pas. super boîtes, il y a plein de boîtes, on sait pas qu'ils sont à Barcelone, mais en fait ils sont là-bas. Hmm.
Mais il y a des super entrepreneurs, il y a de tout. Il y a de tout. Et moi, c'est ça que j'aime à Barcelone. Toute nationalité, tout pays, toute ambition, toute culture, tout ce que tu veux. Et je trouve que c'est hyper intéressant ce grand mélange. Moi, j'habite Marseille et je trouve qu'en termes de pas mal de choses, c'est une boîte qui a pas mal de points communs avec Marseille, si ce n'est que c'est sûr. démesuré en termes de succès, cette ville, quoi. Il y a du tourisme, etc., par rapport à Marseille. C'est-à-dire qu'en fait, si tu veux, au niveau localisation, au niveau taille, ça pourrait ressembler à Marseille. Ouais, Par contre, elle a eu un essor qui est dingue par rapport à Marseille. Bien sûr, mais je souhaite un tout aussi bon essor à Marseille. Hein, ouais, ça commence. Tu sais que c'est la... ouais, on a plein d'atouts aussi. Ouais. La musique? Toujours. En jouant, en écoutant, tout? Ah bah écoutez ça toute la journée, en jouant, ouais, c'est beaucoup, allez, quasi 99,99 pour ma femme et ma fille, quoi. Ouais. Parce que c'est cool, j'ai une fille qui a 4 ans, j'ai trop envie en plus elle chante trop bien. Je trouve que c'est un vrai plus d'avoir la musique à son arc. Qu'est-ce que tu voudrais qu'on retienne de toi? Que les gens se sont marrés avec moi. J'aimerais qu'on se dise, putain, Martin, on se marrait bien, tu vois. Ah ouais? Ça serait cool. Ouais. Au bureau, à l'époque, quand tu étais à Paris avec tout le monde, ils sont à Paris, tes bureaux? Ouais, Paris, ouais. Barcelone. Tu gueules jamais? Si, quand je gueule, en revanche, ça va pas, quoi. Non, ouais. Non. Ça, c'est qu'il y a vraiment un truc qui va pas. C'est pas gueuler, c'est la déception, c'est encore pire, je crois. Ouais. Et c'est toujours pour sauver le client. Et je crois que tout le monde comprend. Et je crois vraiment que la majorité des gens du Petit Ballon, ils sont tout autant énervés que moi s'il y a une vraie problématique client. Si tu avais, comment t'expliquer? Si demain, alors je sais pas si t'en as un, tiens, Wikipédia sur toi. Il y a aujourd'hui ou il y a 10 ans, tu aurais préféré qu'on mette plutôt en premier entrepreneur ou musicien? Je sais pas. Il y a. En fait, grosso modo, je te pose la question différemment. Si tu avais une baguette magique aujourd'hui, alors c'est difficile de dire je voudrais revenir en arrière, mais parce que je regretterais vraiment rien. Mais ma baguette magique me dirait qu'il faut que je devienne musicien. D'accord. Donc Chris Martin plutôt que Martin. Ouais, oui. Martin plutôt que Martin, quoi. Donc je sais pas, c'est faire autre chose aussi, tu vois, un truc plus artistique, plus créatif. C'est mort? Non, c'est jamais mort. Donc tu penses que peut-être un jour, dans 10 ans, tu pourras monter un groupe et faire quelque chose, quoi? Peut-être, j'espère. Et tu vois, j'habite dans les campagnes de Barcelone, et il y a un super artiste, tu vois, qui cartonne, donc c'est aussi hyper intéressant, tu vois. Donc je crois que c'est jamais mort, mais je crois qu'à un moment, j'en aurais vraiment marre de l'ordinateur. D'accord. Tu vois, des écrans, ça, je pense que ça peut me gonfler, ça. Qu'est-ce que tu voudrais pas qu'on dise de toi? Que j'étais méchant. Tu vois, là, par exemple, je suis attaqué là par une boîte, moi, Martin, pour une histoire à la con, mais je suis vexé comme un pou parce que j'ai jamais, je crois que je suis vraiment pas méchant. Je crois que je suis vraiment pas méchant avec les boîtes. Si je veux faire mieux que ça, oui, bien sûr, j'ai l'ambition d'être meilleur que plein de boîtes qui font comme nous. Mais en revanche, sans trahir, sans tricher, sans tout ça. Et ça m'agace. Mais justement, c'est un métier. D'abord, tu as les avis clients qui des fois, même si vous avez des super avis, ça y a rien à dire, mais tu as quand même des avis qui te font mal parce qu'ils sont injustes. Et puis tu as d'autres choses aussi, c'est que sur les réseaux sociaux, dès que vous commencez à parler de vin, c'est le bordel, quoi. Ah, bien sûr, mais ça on le sait. Ouais. Et donc, tu lis pas, tu réponds. Oh non, sur les réseaux sociaux, sur une pub Facebook par exemple, là je peux pas commenter parce que là c'est n'importe quoi. Là il y a plus aucun sens. Moi je réponds à les gens qui sont dans l'univers du Petit Ballon ou qui veulent y rentrer ou y sortir d'ailleurs. Non, sinon on s'en sort pas. Ouais. Ta journée type.
T'as des routines Journée type, ouais, je suis plutôt très organisé. Petit déjeuner avec ma femme et ma fille. J'essaye d'amener 3 fois par semaine ma fille à l'école, d'aller la chercher au moins une Parle fois si par tu peux. semaine. Ouais. Pardon, d'aller la chercher, de faire du sport. Qu'est-ce que tu fais comme sport? Beaucoup de tennis. Ah oui? Ouais, Moi aussi. ouais, grande passion du tennis. Je suis très très nul, mais alors ça, je pourrais tout arrêter pour le tennis aussi. T'as été classé? J'étais classé 33 dans ma jeunesse. D'accord. Et je pense que je joue mieux maintenant d'ailleurs. Mais j'adore ça, le padel aussi, si on joue beaucoup, le VTT, maintenant on dit mountain bike, MTB. Voilà, que ça c'est un peu mes sports fétiches. Donc beaucoup de sport quand même pour prendre l'air. Penser à autre chose, beaucoup de podcasts, beaucoup de trucs audio, tu vois, j'adore ça, beaucoup de livres. Mais comment tu fais pour gérer parce que moi c'est mon problème ça, et la musique et le podcast. La musique ça me prend pas beaucoup de temps, hein, la musique, non mais c'est de la détente. Tu vois, moi par exemple, alors moi j'ai 2 sortes de podcasts. Hein. C'est les podcasts que j'écoute par plaisir. Ouais. Et puis j'ai des podcasts que j'écoute parce que c'est pour le travail, c'est pour faire un truc, enfin c'est pour le travail, c'est pour c'est pas pour le travail, c'est pour me former sur des choses ou parce que je vais recevoir un invité, etc. quoi, tu vois. Mais bon, moi j'ai la chance d'écouter en x2 déjà parce que ça va. Pas mal, c'est compliqué je trouve. C'est une question d'habitude et au moins j'en bouffe 2 fois plus. Mais après par exemple cet après-midi, toute la journée, cet après-midi j'avais besoin d'écouter de la musique pour me détendre parce que ce podcast. Vraiment en bossant, je me mets de la musique le soir en buvant un verre, tu vois. Donc voilà, et journée type, je vais pas beaucoup au bureau, je vais 2 jours par semaine. Mais donc tu fais quoi? Quand même tes 8 heures par jour ou tu bosses beaucoup ou Ah ouais, ça peut être beaucoup plus et ça peut être beaucoup moins. Donc c'est très variable selon ma journée. Il y a des journées, tu vois, comme aujourd'hui où là j'avais pas du tout envie de bosser, très honnêtement. Donc je suis parti faire du vélo avec mon pote à 10h, à 14h on a bouffé, à 16h je suis revenu pour le podcast. Donc tu vois, ça c'est une journée cool. Et t'as pas l'impression de faire quelque chose de mal? Non. Pas du tout, non. D'accord. Pas du tout, j'ai bossé comme un fou toute cette semaine. C'était juste... Non, pas du tout. Quelle boîte connue t'aurais aimé créer? Putain, ça c'est chaud. J'en aime tellement, je sais pas... tu peux en dire plusieurs. Hein. Bon, Amazon, ma passion sur Terre, même si c'est décrié tout ce que tu veux, je trouve que en termes d'opération, c'est fabuleux. Vous pourriez pas monter un deal avec Amazon? Non, on est trop décalé justement. Alors autant que j'adore la boîte, j'aime pas forcément les valeurs, tu vois. D'accord. Mais je trouve que le service, t'aimes le service, quoi. J'aime le service, j'adore Lydia. Tu vois, quand les gens disent tu me fais un Lydia, ça je trouve que c'est d'une force absolue. Lydia, trop bien. C'était des gens qui ont monté Lydia à peu près exactement en même temps que nous. Ils venaient à tous les apéros du Petit Ballon. Cyril. Ouais, les deux. C'était trop bien. Je sais plus comment il s'appelle. J'ai reçu Cyril. Antoine, c'est ça. J'ai reçu Cyril. On s'est marré. Hein. C'est un Marseillais. Fabuleux. Il est fabuleux. Donc Lydia, Lydia, quoi d'autre? Je sais pas, il y a 1000. J'ai ce que je te dis, j'ai une vraie passion pour les boîtes, tu vois. Donc, tant que tu respectes le client, c'est pour ça, je sais même pas pourquoi j'ai dit Amazon, mais au fond, j'ai une vraie passion pour cette. Non, parce que Amazon, le drame, ils ont des valeurs, c'est vrai, qui sont particulières, mais ce qu'ils ont de très bon, c'est de toute façon le service, quoi. Il y a rien à dire. C'est ouf. C'est pour ça leur efficacité. C'est efficace à mort. Amis commerçants, je trouve que c'est ouf. Notion, je crois que Notion, c'est le truc qui m'impressionne le plus au monde. Moi aussi. C'est dingue. Tu connais Thibault Lzière? Moi je le connais, lui il me connaît pas. Ouais. Mais bien sûr que je connais. Je savais pas, il a investi comme ça, sans trop savoir, dans Notion. Trop bien. Ouais. C'est une drôle de boîte, ce mec. Ouais. Donc voilà, je pourrais t'en citer 1000, autant que des petites marques de guitare ou de céramique ou de trucs comme ça, tu vois, tout. J'ai beaucoup d'intérêt pour plein de trucs. Tu es hyper curieux? Ouais. Et j'adore, tu vois, apprendre. Demain, tu me dis, tu deviens, je sais pas, tu fais de la poterie pendant 6 mois. Je suis comme ça, moi aussi. À quel personnage connu tu aurais aimé ressembler? À Paul McCartney. Ouais. La plus grande idole de ma vie, je crois. C'est vrai?
Ah bah bien sûr, et là ils sortent un truc de Peter Jackson là sur l'Edit B, là, ça va être ça va être la folie. J'aurais pu te poser la question, quel est ton groupe préféré? Ce serait les Beatles? Ah bah bien sûr. Ouais, sans problème. Ah non mais il y a personne qui arrive même à leur cheville Hmm. pour les 1000 prochaines années. Alors, je me suis rendu compte de quelque chose, mais je me trompe peut-être. Hein. J'espère que je vais pas dire une connerie. Tu n'as pas enfin, autant la voix est incroyable, etc. Je trouve qu'au niveau musicalité, au niveau instrument, c'est pas hyper recherché, je trouve. Je parle pas des Les mélodies, Beatles? hein, je parle des, Mais enfin, je non, sais pas. mais c'est ça leur C'est force, la guitare, quoi. Ouais. c'est la simplicité. C'est simple, voilà, c'est ça. Mais avec le plus grand génie des quatre hein, d'ailleurs Ouais. et même de la prod là c'est je sais pas un conglomérat de génie qui a réussi à hyper bien bosser ensemble. Ouais. C'est dingue. Ta plus grande fierté professionnelle? Ma plus grande fierté Bah, évidemment, le petit professionnelle, ballon, c'est mais plus si tu zoomes un peu, quoi. Qu'est-ce que tu as trop fait que. c'est ma plus grande fierté professionnelle, c'est d'arriver à avoir une super vie personnelle, je crois. En même temps, tu vois. Je crois que c'est ça mon vrai truc. Je crois que je peux pas être très fier de mon parcours professionnel sans regarder ma vie personnelle qui est le fondement de tout, tu vois. Euh, donc je crois que c'est ça. Une conciliation? C'était une conciliation? Non, c'est un vrai travail d'équipe. Je pense que tu vois, ma femme, elle devrait être créditée dans tous les trucs du petit ballon parce que ça fait 10 ans que je la fais chier avec tous mes trucs du petit ballon. Elle m'aide dans les coms, elle m'aide dans les produits, elle m'aide dans tout. Mais je devrais la mettre sur cette page équipe, tu vois. Et d'avoir toujours du temps, ouais, je crois, famille, potes, d'avoir un travail cool, de me marrer, d'avoir des associés. Je crois que, tu vois, je crois que mon point commun, et je me rends compte maintenant de tout, je crois que c'est la fidélité, tu vois, dans tout. Je te parlais des prestats, des clients, des fournisseurs, de ma femme, de mes potes. J'ai des potes, j'ai encore, je sais pas, 3 ou 4 potes de ma petite section, tu vois. Et de mes collaborateurs. En fait, je suis hyper content que les gens restent, autant que s'ils partent pour des super bonnes raisons. Je suis très content, mais en fait, je suis très content d'avoir des gens dans la durée. Il y a une expression que dit ma femme, justement. Elle est restauratrice, je l'ai dit tout à l'heure, et en fait, quand elle parle de confrères, etc., elle dit une phrase qui est simple, en fait, mais qui résume pas mal de choses. Elle dit, tu vois, ce gars-là, il sait travailler. Savoir travailler, Ouais, c'est bien voilà. ça. Ouais, bien C'est sûr, ça. bien sûr. Tu vois, Ouais. et je pense que même dans ce métier, dans ce milieu des vignerons, etc., les mecs, il y a des mecs qui savent Ouais, t'as travailler, quoi. raison. Bah, ça, Ouais, c'est c'est sûr. ça. Ouais, ça, c'est sûr. Qu'est-ce qui t'énerve? Il nous reste 4-5 questions. Qu'est-ce qui t'énerve? L'inefficacité opérationnelle. Hum. Euh, Qu'est-ce qui m'énerve? Qu'on touche à ma famille, mes amis, mes collaborateurs, des trucs comme ça. Bien sûr. Euh, Qu'est-ce qui m'énerve? La fourberie, tout ce qui est malhonnêteté, tout ça. Euh, et tout ce qui n'est et tout ce qui se prend au sérieux. Voilà. Là, on a pas mal de trucs. Et ce qui m'énerve, c'est tous ceux qui me battent au tennis. Et ça, j'en ai pas mal aussi. Et ça, c'est différent. Tu pourrais me donner 2-3 étapes de ta vie professionnelle qui t'ont marqué? Autrement dit, si tu avais, par exemple, 3 Polaroids à mettre sur ton frigo, 3 visions de ta vie qui ont été déterminantes sur ce que tu es devenu. Ouais, bah, un ordinateur, parce que je crois que j'ai la passion quand même, autant que ça peut me À quel saouler. âge le premier? C'était hyper tôt, je faisais du code à, je sais pas, à 14 ans. Sur Des quel sites internet. sur Mac PC? Sur PC, je pense que je connaissais même pas l'existence du Mac à D'accord. l'époque. Tu vois, je faisais des sites internet en Flash Ah oui, à oui. 16 ans. Le Flash. Putain, c'est la folie. Donc ordinateur, ça c'est sûr. Qu'est-ce que je mettrais professionnellement en rencontre? Je mettrais une photo de Jean-Michel Mathieu, tu vois, mes associés de toujours. Et je mettrais pas mal de Polaroid sur chaque rencontre importante, tu vois. Marc Ménazé, Fabrice de Wonderbox, Jag, maintenant Jean-Alexandre. Je trouve que c'est des trucs hyper importants. Et je mettrais en plus de mes associés tous les collaborateurs de toujours, tu vois. Yannick, notre CTO, il est là depuis 10 ans. On a beaucoup de gens qui sont là depuis toujours et j'ai l'impression qu'ils peuvent rester toute leur vie avec nous et je trouve ça
je trouve ça hyper cool d'avoir ce lien. Film ou série? Film, je déteste les séries, ça m'agace. Ah oui? Je suis complètement... j'ai été privé de... j'ai été privé de consoles de jeux très, très tôt, parce que j'ai une grande addiction à tout. Et donc les séries, si j'en commence une, il faut que je la termine dans l'heure, ça m'agace. Donc tu peux te taper 12, 24 épisodes. Je trouve que c'est trop prenant, et finalement tu sais exactement ce qui va se passer, ça m'agace, je déteste. Donc film. Donc tu élimines par... ouais. Ouais. Le bouquin sur ta table de chevet? Ou un bouquin que tu conseilles? Alors ça, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Là, je suis à côté, je sais pas, j'ai 15 livres. Là, en ce moment, je suis très outdoor. Donc, tous les grands chemins de Catalogne à faire en famille, par exemple. Ça, j'adore. J'ai le bouquin Delivering Happiness, là, que je quitte presque jamais. Tu vois, presque plus que celui de Captain Train. En français ou en anglais? En français, parce que je lis beaucoup plus vite en français. Donc c'est sûrement moins bien, mais ça me va très bien. Que j'adore. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Tiens, c'est très des trucs de développement personnel. Tu vois, j'ai un truc de respiration là, de je sais pas quoi, Nestor là, que j'ai pas lu là, que je dois lire bientôt. Voilà, c'est un peu mes genres de lecture. Allez, je te pose la dernière question du podcast. Ce podcast s'appelle La Combinaison parce que je cherche à comprendre un peu les éléments, la recette, les ingrédients qui t'ont amené là où tu es arrivé. Si tu devais me dire encore une fois en 2-3 mots, qu'est-ce qui pourrait être ta combinaison? Alors, je sais que tu viens de dire se marier déjà. Qu'est-ce qui pourrait être ta combinaison pour devenir Martin? Tiens, je reviens juste sur un autre truc. Grande passion aussi pour Mouratoglou. J'adore le mec, coach, tennis, tout ça, il a toutes mes passions aussi lui. La combinaison, plein de choses, l'authenticité, faire des trucs qu'on aime, se marrer, beaucoup de travail, beaucoup de formation tout le temps, c'est jamais fini. Il y a 1000 trucs à apprendre. Pluridiscipline, parce que ça fait du bien de changer, parce que ça fait du bien de prendre l'air, parce que ça fait du bien de penser à autre chose. Et je pense que quand on revient après sur notre sujet principal, on est meilleur. De l'extérieur, moi je suis resté trop enfermé dans un bureau en pensant que plus j'allais faire d'heures, plus ça allait marcher. Alors oui, le travail, mais le travail n'exclut pas quand même la bonne santé, la respiration, tout ce qu'on veut. Je pense que avec ma vieillesse entre guillemets, je vois que c'est important pour moi. Je pense que j'aurais dû le faire un peu plus tôt, mais même si je regrette rien, je pense que c'est bien. Moi, je l'ai pas passé ce cap encore. Ah ouais. Moi, je fais encore le cap de beaucoup travailler et d'avoir l'impression de faire quelque chose de mal quand. Aïe. Putain, je vais te faire lire des livres comme ça. Et je sais pas, un cercle de confiance, tu vois. Moi, je sais que, voilà, ma femme, c'est peut-être l'élément le plus important de tous mes choix. Et donc il faut être hyper bien accompagné en mari, femme, tout ce qu'on veut, potes, que tous ces gens qui nous entourent soient bons, positifs, nous fassent du bien et qu'on s'entoure pas de gens qui ne nous aident pas. Enfin, je sais pas, c'est pas si bien dit, mais en tout cas, non, mais ça sent, c'est voilà, clair. Tu vois le genre. Voilà. Ouais. Écoute, Marc Ménassé m'avait dit, écoute, il faut que tu rencontres absolument Martin, c'est un gars super. J'ai vraiment, tu vois, j'ai préparé. On sent déjà dans toute l'interview préparé. Je parle des papiers. On sent que tu étais cool, que tu as envie de te marrer, que tu as envie de faire des choses. Mais là, franchement, il y a encore je sais pas comment t'expliquer. Tu as une sorte de nonchalance précise. Je sais pas comment t'expliquer. Tu as un antagonisme sur ce truc. D'un côté, tu as ce côté cool, un peu perché, et de l'autre côté, tu sais de quoi tu parles. Tu es précis donc tu as ces deux côtés. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr, et ça marche dans tout, dans mon côté artistique autant que pas. C'est un peu le mec qui est caustique en humour, quoi. Je veux dire, voilà, il a ce côté. Ouais. Et franchement, j'ai passé vraiment un super moment, Martin. Merci beaucoup. Trop bien, mais merci de m'avoir invité. Je suis trop content. Écoute, à bientôt. À bientôt, merci beaucoup. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode.
Comme promis, voici le code de réduction pour commander sur papéo.fr. C'est la combinaison, tout en majuscule. Je vous offre 10% de remise sur votre première commande. Parlez de ce podcast à vos amis ou à vos collègues de bureau. Partagez-le le plus possible. Abonnez-vous en cliquant sur le petit bouton s'abonner dans votre application mobile ou sur votre ordinateur. Ainsi, vous serez averti dès qu'un nouvel épisode est en ligne. Je sillonne la France pour vous proposer de nouveaux invités. C'est vraiment beaucoup de travail. Ce n'est pas mon métier, vous l'avez peut-être compris. C'est une passion que je pratique en dehors de mon job. Si vous avez apprécié cet épisode, dites-le moi avec des étoiles, 5 de préférence sur Apple Podcast, anciennement iTunes, et d'y ajouter un gentil commentaire, ça me fera plaisir. Ça me permettra également de remonter dans les classements. Et puis si vous n'êtes pas Apple, c'est pas grave, parlez-en autour de vous. Partagez sur les réseaux sociaux, c'est prévu sur votre application de podcast préférée. Enfin, vous pouvez vous abonner sur lacombinaison.fr pour être averti dès qu'un nouvel épisode est en ligne. Je suis Frédéric Azoulay. N'hésitez pas à me faire remonter vos remarques, vos questions, mais aussi des invités que vous aimeriez entendre. Je vous dis à bientôt.